Bien, bonjour à tous, merci de nous accueillir aujourd'hui pour cette rencontre avec les témoins de la guerre d'Algérie, donc qui est organisée à l'initiative de l'ONAC-VG, que vous devez connaître, l'Office national des anciens combattants, et votre professeur Marc Breton. Donc je vais vous expliquer le déroulé de la séance qui va durer jusqu'à midi. Donc chaque témoin ici présent va se présenter pendant 10 minutes chacun. Donc ils vont vous montrer des photos, ils vont vous montrer leurs publications. Et après on va passer aux questions, puisque l'objectif c'est quand même que vous puissiez échanger avec eux. Donc à ma gauche, Monsieur Blondel, Philippe Blondel en premier. Ensuite vous avez Madame Annie-Claude Ferrando et Monsieur Mouloud Behiche. Donc on va commencer avec la présentation. Je présente donc nos élèves de classe de première S1 et de ES2 ont déjà travaillé à différentes reprises sur le sujet. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est une première quand même, c'est qu'ils ont travaillé sur les grands-pères de leurs grands-pères, c'est-à-dire ceux qui ont fait 14-18. Et pour la première fois, ils ont commencé à travailler sur leurs propres grands-pères et grands-oncles, qui tous quasiment ont été impliqués à l'époque dans différents, soit appelés du contingent, il y a des pieds noirs, il y a des judéo-berbères, il y a de tout, il y a effectivement toutes les situations. Et c'est un moment important parce que on a parlé également des pères de leur grand-père, c'est avec M. Biot et M. Bernadi, qui ont fait la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a eu quand même 3 séries de guerres qui se sont succédées et qui ont marqué quand même le XXe siècle et qui ont en fait marqué profondément notre société. Les 2 premières guerres, c'était contre, entre guillemets, les Allemands, avec les surnoms. Donc il y a eu à un moment donné, nous qui sommes plus âgés, on l'a vécu, souvent cette haine anti-allemand, avec des gens qui voulaient se réconcilier, d'autres qui avaient du mal à pardonner et autres. Et arrivé la dernière des guerres, c'est ce que je leur ai expliqué, c'est un monsieur qui avait fait 14-18 et qui voit son petit-fils appelé du contingent partir en Algérie, et il se dit, mais finalement, moi je suis parti en 14-18, mon fils est parti en 40, et il sent son petit-fils qui est appelé du contingent, qui va aller là-bas, et on sait effectivement à partir d'un certain moment, qu'il y a des morts là-bas, que ce n'est pas que des opérations de maintien de l'ordre, on ne sent pas qu'il y a des morts, et qu'il y a donc effectivement quelque chose qui se joue de la vie et de la mort, et du devoir, et de la conscience derrière tout ça, quoi. Donc il y a différentes situations, et c'est la première fois donc où on fait ce type de rencontre. La guerre d'Algérie, ce qu'on a appelé la guerre d'Algérie en 99 en France, c'est un moment de notre histoire, et l'exposition de l'ONAC est intéressante, c'est guerre d'Algérie, mémoire partagée. Il y a des mémoires qui sont totalement différentes les unes des autres, du point de vue où on était, et ça, effectivement, c'est important qu'on puisse en parler maintenant. Ils ont encore, pour la plupart, la chance d'avoir leurs grands-parents ou leurs grands-oncles vivants, les générations, effectivement, passent, et souvent, le dialogue passe plus facilement entre les petits-enfants et les grands-parents, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des situations assez difficiles, mais c'est le moment où on peut se parler effectivement de cette histoire, de ce que l'on en a vécu, parce que l'histoire nous traverse tous. En psychogénéalogie, on a beaucoup de comportements qui sont inconscients et qui sont liés à tous ces traumatismes liés à l'histoire. On a des comportements qu'on ne comprend pas parce qu'ils sont induits par ce que l'on a vécu, et si on connaît mieux effectivement son histoire et autres, on peut mieux la maîtriser, mieux se comprendre, et puis aller vers ce qui est le plus intéressant dans toute l'histoire, vers des réconciliations avec soi-même et avec les autres, parce que les Allemands, on les a détestés longtemps, et maintenant on est avec eux dans l'Union européenne, et en fait on est plus forts ensemble, et souvent dans l'histoire, des événements nous amènent à nous séparer, nous entredéchirer. C'est important pour effectivement avancer, de bien les connaître. Et c'est pour ça que je vous remercie d'être venus avec 3 différents points de vue, parler de vos expériences et puis surtout de répondre à leurs questions après. Merci. Donc on va commencer avec M. Blondel. Bonjour à tous et à toutes. Je vais me déplacer un peu pour pouvoir montrer sur la carte où j'étais. J'étais ce qu'on appelle un AP du contingent. C'est-à-dire qu'après mon bac, j'ai commencé des études pour marine marchande, et il s'est trouvé que l'école où j'étais, j'ai fait la première année, la deuxième année, on construisait une nouvelle école et on avait déjà détruit l'ancienne.
Donc les élèves dont je faisais partie ont pour la plupart cherché à s'occuper à embarquer sur des bateaux pour avoir des temps de navigation. J'ai préféré résilier mon sursis et je savais bien que je partirais directement sur l'Algérie. Donc le jour de mes 20 ans, je me suis présenté à la caserne de Bordeaux. J'ai dû y passer 2-3 jours. J'ai passé une nuit en train Bordeaux-Marseille. J'ai passé encore une journée à Marseille au fameux camp Sainte-Marthe. Et le lendemain matin, on a pris le bateau pour Alger. Donc si j'arrive à trouver, vous voyez Alger ici. Oui, Bon. Et d'Alger, j'ai été affecté tout à côté d'Alger, à peu près ici, à Maison Carrée, qui était une grande ville, au 45e régiment de transmission. Donc j'y ai fait ce qu'on appelle ces classes, ces pelotons, pendant de novembre 59 à avril 60. Et comme j'étais pas mal classé, on avait un peu le choix de ce qu'on pouvait demander après. J'ai été tenté d'aller un peu plus au sud et j'ai demandé à partir dans les compagnies sahariennes de transmission. Moyennant quoi, ce sont les ministères de l'armée, je me suis retrouvé à Arzeux, ici, aux amphibies. Comment c'est ce que c'est, amphibie, ça vous parle? Les véhicules amphibies? Ben, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont peut-être vu le film Le jour le plus long. Voilà. Bon, vous verrez les bateaux de débarquement de différentes tailles qui transportent des engins, des chars, tout un tas de choses, des chars amphibies, et avec des chenilles ou sans chenilles. Et l'unité à laquelle j'appartenais, qui était une unité d'à peu près 200 personnes, c'était une unité du génie rattachée à la marine. Et il y avait pas mal de bateaux de débarquement, et on a commencé à faire des opérations sur toutes les côtes un petit peu. C'était très intéressant au point de vue technique, parce qu'on nous demandait d'être aussi polyvalent que possible. Donc, bien que je sois un homme des transmissions et un radio, j'ai appris à manier des explosifs, à faire tout un tas de choses. Et puis, on a eu une certaine chance, que je ne me trompe pas dans les dates, en 60, en février 60, nous sommes partis faire des opérations et des manœuvres beaucoup plus loin, en Mauritanie, et puis au Sénégal après, ce qui était intéressant. Et quand on est rentré, on est revenu donc, là la vie a continué, et au mois de juillet 61, il y a eu des accrochages, enfin des bagarres entre le général de Gaulle et M. Bourguiba en Tunisie, et donc on nous a envoyés à Bizerte. Donc nous sommes repartis d'Arzeux pour faire tout ça, jusqu'à Bizerte, quelque part par là. Il y a eu une opération assez rapide à Bizerte, qui a duré un jour ou deux, et on est revenu mouiller à Beaune, ici, dans le port d'abord, et après, comme on gênait le trafic marchandises, on est venu un petit peu à côté de Beaune, mouiller au large sur des bancs de sable, c'était facile avec nos bateaux, où on est resté presque un mois sans rien faire, à part se baigner. C'était quand même une période de guerre assez facile. Et ça nous a permis de visiter un peu Beaune et la ville de Beaune. Et après, oui, ben c'était ça, et à ce moment-là, en plus, on devait partir théoriquement en Corse pour tourner le film Le jour le plus long. Et bon, ça s'est décidé différemment. Donc je suis resté là-bas jusqu'en janvier 62. Là, je suis rentré en France en permission libérable, et début février 62, ben, j'ai été libéré de mes obligations militaires, et j'ai cherché du travail dans le civil. Bon, voilà en gros ce que je peux dire. Et puis, bon, j'avais un peu la fibre militaire, puisque j'avais un père militaire, un grand-père militaire, et j'ai commencé un peu à m'intéresser aux anciens combattants, en me disant que j'aurais peut-être quelque chose à gagner, parce qu'à l'époque, le problème aussi, c'est que le temps qu'on avait passé en Algérie ne comptait pas pour la retraite. Alors que les gens qui étaient restés en France, qui avaient fait des stages ou autres, le temps leur comptait pour la retraite. C'était quand même pas très normal. Donc, si on peut méditer, puis peut-être dire quelque chose, ce qui s'est fait d'ailleurs. Et puis, bon, j'ai mis le bras, la main, et puis ça fait 46 ans que je suis à l'Union nationale des combattants. J'ai été 9 ans administrateur national, ça fait 22 ans que je suis président départemental. Et ça m'intéresse beaucoup parce que, d'abord, il y a beaucoup de choses à faire avec les anciens combattants, il y a beaucoup de social à faire, on travaille beaucoup avec l'ONAC, il y a beaucoup d'anciens combattants qui sont dans la misère ou qui ont des grosses difficultés, donc c'est un travail qui me passionne, même si je commence à avoir envie d'arrêter alors que je vais avoir 80 ans à pas longtemps. Très bien. Voilà.
Merci. Donc, on va passer à Anne-Claude. Bonjour à tous. Alors moi je suis pied noir. Hein, vous savez de quoi est constitué le peuple, les pieds noirs. Alors les pieds noirs c'était ce qu'on appelait, quand on était en Algérie, on disait les Européens. Il y avait les musulmans, les juifs et les Européens. Les Européens c'était pour nous différencier. Donc c'était la plupart du temps des Italiens, des Espagnols, des Maltais, des Alsaciens, des Français, bien évidemment, beaucoup de Français de France, des gens qui crevaient de faim dans leur pays, bon, sauf pour les Alsaciens, parce qu'ils ne voulaient pas être englobés par l'Allemagne, et c'était ces gens-là qui quittaient leur pays dans l'espoir de trouver mieux ailleurs. Donc le ailleurs, c'était l'Algérie. La France a organisé les départs des Français vers l'Algérie en demandant un menuisier. Tout était très organisé. Hein, bon, et ces gens-là ont été très malheureux. Il y en a beaucoup qui sont morts de la malaria, du paludisme, etc. Ça a été une horreur. Enfin, voilà ce que c'est que les pieds noirs. Donc, je vais vous présenter. Alors, moi, je suis née à Alger parce que ma mère est venue accoucher à Alger, à Bab el Oued. Je pense que tout le monde a entendu parler de Bab el Oued. Non, non. C'est un quartier très populaire d'Alger. Voilà, c'était un quartier même très populaire et communiste d'Alger. Voilà. Mais j'ai toujours vécu à Batna. Ah, hop, il est là. J'ai toujours vécu à Batna dans les Aurès. Donc, que vous dire? Oui, on va vous montrer les photos. Donc, ce sont mes arrière-grands-parents. Arrière-grands-parents. Mon arrière-grand-père Dominique était d'origine italienne. Mon arrière-grand-mère était d'origine maltaise. Et les Maltais étaient en Algérie bien avant que la France occupe l'Algérie. Donc, pour ça qu'on s'estimait quand même très français. Bon. Donc voilà leur photo de famille. On peut passer à la suivante. Là, ce sont du côté italien, italien et des Alpes. C'était les Champollion et les Calvi. C'était mes arrière-grands-parents aussi, qui venaient donc des Alpes, des gens qui crevaient de faim, et qui ont construit leur maison à Corneille, c'est un petit village à côté de Batna, dans les Aurès, qui ont construit leur maison avec les cailloux qu'ils avaient autour. Et vous voyez que c'est une maison qui ressemble à ce qu'on trouvait dans les Alpes. On peut passer à la suivante. Alors, c'est ma maman et puis moi. Donc cette photo, c'est pas pour vous présenter, pour vous montrer, mais c'est parce qu'il y a la suivante. Là, c'était voilà, nous revoilà dans le même. C'est le portail d'un petit appartement où on vivait. Ça, c'est au retour. Nous sommes retournés en 88 en Algérie. Et donc on a repris la photo au même endroit pour en souvenir. Donc en 88, nous sommes retournés en Algérie, où on a eu un accueil fabuleux, autant par la population de Batna. Ça a été vraiment magique. Et personnellement, moi, ça m'a complètement guéri, parce que je faisais des tas de cauchemars, et de la façon dont on a été accueillis, on a retrouvé des amis, etc. On a tourné la page, on s'est senti apaisé. Et on a compris que ce n'était plus notre pays. Voilà. Ça, il fallait qu'on arrive à le comprendre. Là, c'est l'équipe de football de l'ASB. Mes parents s'occupaient, c'était des gens très actifs à Batna. Et voilà, l'équipe de l'ASB. Donc, si vous pouvez différencier les pieds noirs des Arabes, eh bien, vous me le dites. Hein, on vivait tous ensemble. On était 3 communautés. Là, il y avait des juifs, des musulmans et des chrétiens. On vivait tous ensemble. On n'avait aucun souci. Et c'était une vie merveilleuse. Et franchement, je souhaite qu'en France, on arrive à ça. Mon père, avec nous 4, on était 4 enfants. Voilà. Là, c'est en classe, je pense que c'était en 1960. Alors, je suis là-haut, donc ma grosse tête. Alors, je suis toujours en relation par Facebook avec... bon, ça, c'est mon amie d'enfance. On a toujours été... on s'est toujours trouvés... on a toujours été ensemble. Et elle vit actuellement au Havre. Là, c'est Farida. On est toujours en relation par Facebook.
La Naïma aussi, on est... Ils sont en Algérie. Oui, c'est à Batna, ça, oui, c'est à Batna. Oui, Non, non, mais Farmida, elle est toujours. Ah oui, ils sont toujours en Algérie, oui, oui, ils sont toujours en Algérie. Et par Facebook, c'est quand même, Facebook a ce côté fabuleux de réunir les gens qui sont loin. Voilà. Donc, je suis peintre et sculpteur et ces filles-là suivent toutes mes activités, toutes mes expositions grâce à l'Internet. Donc, c'est mon père et deux de mes frères, là. En Algérie, il y avait beaucoup de gibier, les gens chassaient énormément. Mon père était un blédard, comme on dit, c'est un vrai blédard et il chassait beaucoup. Et après bon, mes parents sont restés jusqu'en 65, sont restés jusqu'en 65 après l'indépendance. Et comme il n'y avait plus de pieds noirs pour chasser, les autorités de Batna sont venues le chercher pour qu'ils se remettent, enfin lui et puis d'autres pieds noirs qui étaient encore à Batna, pour qu'ils se remettent à chasser parce que les sangliers avaient proliféré et ils attaquaient les paysans dans leurs jardins, etc. Voilà. C'est une aparté. Ça, c'est l'école où était mon frère Jean-Pierre, 160 aussi, mon frère est là. Voilà. On était très nombreux dans les classes, évidemment. Ça n'a pas beaucoup changé. Ça, donc, c'est moi et mes deux amis de Batna, et ça, c'est au Havre en 63. Donc, ça, c'est avec ma mère quand nous sommes retournés en 88 devant la maison de mes arrière-grands-parents, enfin, à la porte d'entrée de la maison. On ne savait pas où c'était, mais les gens qui étaient du bled, là, qui étaient là, quand on leur a demandé la maison des Calvi, ils savaient où c'était. Voilà, c'est là où est né mon père. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait un peu de tour. On va passer à M. Béiche. Heureusement que je suis loin de votre coude. Je me présente, Béiche. Je suis né à Constantine de Kabylie. Et mon père, je suis né à Constantine, comment on a su? Il y a la lumière. Donc je suis né à Constantine et mon père est de Kabylie, entre Bourgoin-Ruge et Akrou. Donc il a connu la guerre 14-18, comme c'était plus jeune dans le village, 14-18, la France a recruté tous les soldats kabyles. Mon père s'est retrouvé tout seul à gérer le cheptel de tout le monde. Comment il a quitté la Kabylie pour venir à Constantine? Parce qu'il a été menacé par le lion d'Atlas. À l'époque, le lion existait en Algérie, en Afrique du Nord. Vous voyez dans les cercles à ce moment que le lion d'Atlas, son origine, c'est le montant de Kabylie. Donc, il est venu à Constantine, pour raison économique, il s'est installé, il a monté un transport de cartes voyageurs, donc pour faire Constantine, la Kabylie. Je suis né à Constantine parmi des indigènes arabes descendants turcs. Et quand on voit que les Arabes, même aujourd'hui, on veut se débarrasser des Kabyles, la révolution en Kabylie, c'est actuel. Ma vie actuelle ressemble à celle d'avant. Donc j'ai grandi parmi les Arabes descendants turcs, et c'était une vraie galère. Donc je ne me laissais pas faire, je me défendais. Donc j'ai eu un accident, tout bête. J'ai eu une foulure de hanche, j'avais 4-5 ans, et à l'époque déjà, comme mon père ne croyait pas trop à la médecine française, il m'a confié, parce qu'à l'époque c'était pas halal encore. D'ailleurs je raconte dans mes livres. Donc il m'a confié à 2 reboutages arabes qui me salmodiaient des versets du Coran, c'est complètement idiot, pour faire sortir le diable qui s'était niché dans ma cuisse. Alors il s'est chauffé une faucille pour approcher le blé à blanc. Il perçait, j'ai un trou ici actuellement, j'ai encore des séquelles. Il psalmodiait. Alors moi je disais, ma parole, c'est bon aussi, le diable ne peut pas se sécher ici. Donc j'ai été paralysé pendant 2 mois, pendant 2 ans. Après, je suis un autodidacte. J'ai appris par mes fréquentations des gens supérieurement intelligents à moi, plus instruits. J'ai réussi à monter à leur niveau, tout en étant autodidacte. J'étais à l'école, François Aragon, à l'âge de 10 ans. J'avais tellement soif d'apprendre, mais je n'ai pas fait le CP, cours préparatoire, directement cours élémentaire. Après, donc de fil en aiguille, l'Académie de Constantine m'a fait un concours spécial pour moi avec 3 Arabes aussi intelligents que moi, Kabyle, pour entrer en 4e. Parce que je ne pouvais pas aller en 6e, parce que j'avais 14 ans, il fallait avoir 12 ans à peu près. Donc j'ai fait une brillante d'études,
Avec Enrico Macias. Avec Enrico Macias, au lycée collège à Constantine, avec Enrico Macias. Oui. Donc, à cause de la guerre d'Algérie, je reviens, le directeur du lycée de l'époque nous a chassés du collège. Il m'a dit, vous ne pouvez pas venir chez nous, vous habitez dans le village arabe, dans le quartier arabe, vous traversez le quartier juif et le quartier européen, on a peur pour vous que vous fassiez assassiner par le sniper, par les tireurs. Les tireurs, à l'époque, français. Donc, il y a eu une histoire entre les Arabes à cause de la police, contre les pieds noirs et tout. Donc pour ça, je suis parti en France me faire opérer. Je raconte ça dans mon troisième livre, La légende de Kabyle du bélier blanc. L'assistante sociale de la mairie de Constantine, je lui ai dit, madame, vous êtes mon bélier blanc. Mon bélier blanc, dans notre origine kabyle, s'il y a des Kabyles pour vous ne connaissez pas la légende, c'est toute la sorcière kabyle a voulu faire une cuisine. Elle rate sa recette, elle crée une brebis. La brebis donne naissance à 2 béliers, un blanc et un noir. C'est dans la légende. C'est pas vrai. Donc, mes grands-parents, ma mère, dans notre culture, on dit si un jour tu rêves de 2 béliers, prends la tête du bélier blanc, il sortira vers l'espoir, vers la lumière du jour, et le bélier noir t'entraînera vers les profondeurs de la méchanceté. Donc, c'est l'espoir. Je raconte ça à la centre sociale de la mairie de Constantine à l'époque, on est dans les années 50. Elle m'a dit oui, c'est mon bélier blanc. Vous n'êtes pas un bélier, c'est une femme, mais un bélier blanc. Bon, bref. Arrive par là, je me fais embaucher par la mairie de Constantine au service d'armée, et ça c'est Bardo, ça veut dire section administrative spécialisée. Ça c'est Bardo, et là c'est comme au Khazmi, ça veut dire employé de bureau. Le Bardo, c'est un quartier de Constantine. Bardo, c'est un quartier de Constantine. Donc je raconte l'histoire, ce que c'est le travail d'une SAS, et dans une SAS, on faisait toujours, elle avait un rôle, indépendamment de la guerre de l'Algérie, dans les montagnes, les SAS ont intervenu sur le plan sanitaire, social, économique, administratif. Moi comme j'avais un peu d'instruction, le problème n'est pas là, donc je m'occupais de l'état civil. En même temps, comme je maîtrise très bien l'arabe et le kabyle, je faisais l'interprète pour l'armée française, au sein de la SAS. Donc on avait des hiérarchies qui nous protégeaient, en armes à l'extérieur de la SAS du bureau, qui nous protégeaient, avec lever de drapeau le matin et coucher le soir. Si vous voulez, un enclos militaire, tout en temps civil. Donc on était des gens sur le plan militaire, on avait des médecins, on avait des infirmiers et des infirmières qui venaient soigner, les gens venaient chercher leur bande d'alimentation. C'était le rôle de la SAS, c'était pour la pacification de la France. La guerre dans les montagnes. Dans les villes, c'est la pacification civile. Vous avez oublié de dire que vous avez intégré la SAS par erreur, par une erreur administrative. Ah oui, c'est ça. Non, je voulais raccourcir les 10 minutes. Oui. Moi, je m'en vais imposer. J'étais embauché parce que mon frère, il a fait une demande. On l'a refusé, on m'a pris moi. J'ai été opéré dans la Perque-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. J'avais une jambe, la jambe gauche, plus courte 10 cm. Là, j'ai 5 cm. Ils ont tiré sur ma hanche. Ils ont reposé le bassin. J'ai une hanche bloquée à 45 degrés. Donc, ils m'ont dit 5 cm. Avec les chaussures orthopédiques, je les ai ici. On ne les voit pas. J'ai rien d'orthopédique. C'est moderne, c'est beau. Les premières chaussures montées jusqu'à là, j'ai dit, c'est pas possible. Si vous me faites une chaussure, pour les femmes du 1920, des années 20, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne faites pas de chaussures modernes. C'est des chaussures orthopédiques. Parce qu'il y a un bon orthopédiste, c'est à Rouen. Bon, bref. Donc, je me fais embaucher. Donc, il y a après les SAS, en même temps que les SAS, je suis devenu chef de section, comme interprète pour les bérets noirs, les bérets rouges, et pour la gendarmerie nationale, mobile et nationale. Parce que mobile, gendarmerie mobile, c'est pour faire. Comment? Expliquez béret noir, béret rouge. Les bérets noirs, c'est les soldats. Si tu as un contingent de bérets noirs, un béret rouge, ce sont des soldats. On n'a pas Jean-Pierre Marchand aujourd'hui ici. Lui était capitaine, je crois. Il a fait commandant. Non, il était aussi un soldat. Donc, je servais comme interprète. Donc, il est venu le soir, on rentre dans les quartiers du village arabe. C'était les commandos de chasse. Commandos de chasse, les bérets noirs, oui. Commandos de chasse. Avec les bérets rouges, c'est pareil. Il faisait le terrain aussi, il faisait la montagne, mais il faisait aussi les villes. Donc à partir de là, après avec les SAS, je faisais aussi l'autodéfense. On nous a demandé pour la pacification des civils, on gardait le village le soir, ou le quartier, on était en armes, on interdisait au feu de la gaz de venir dans le village. Et les chiens étaient interdits. Les chiens étaient interdits parce qu'un chien à bois, il alerte.
l'arrivée du FLNAGA, le FLN, le Front de Libération Nationale, où les militaires français en patrouille discrètement. Donc le chat était interdit. Donc on faisait toute la nuit, on démarrait à 8h jusqu'à 5h du matin. Et après, chacun reprenait son chemin. Et j'ai connu des rafles. À l'époque, une fois dans un village, c'est un souk à Bois de Walzeg. Donc un militaire, il voulait me mettre le tampon parce que là-bas à l'époque, quand on mettait la main dans la poche, dans le burnous, on a vu des cas, il fallait sortir l'arme et tirer sur le militaire. On a trouvé l'astuce par l'armée française de mettre le tampon sur le front des gens. Comme ça, ils sont là, ils n'ont pas mettre la main dans leur burnous pour sortir une arme. Et moi, je me suis accroché avec un militaire, il attendait, il me dit, vous mettez le tampon, non, mettez-moi le tampon sur la main, pas sur mon front. Monsieur, je ne suis pas un bestiau. On n'est pas aux États-Unis là. Vous me mettez dans le Far West, mettez-moi le tampon sur la main. J'ai réussi, il m'a mis le tampon sur la main. Moi, sinon, c'était sur le front. Les gens passaient dans le village, c'était pas normal. Mais c'était la guerre qui voulait ça, malheureusement. Et les femmes, on se méfiait beaucoup. En plus, j'ai connu aussi les quartiers indigènes. C'était plein de barbelés, mais pas les quartiers pieds noirs, c'était libre. Et quand les femmes, là-bas à l'époque, voilées, rentraient avec les bombes dans leurs couffins, ils foutaient le bazar, les bombes dans les quartiers européens, dans les cafés, dans les bars, dans les restaurants. Et pour moi, toute guerre, actuellement, on l'a vu en France avec Vigipirate. La guerre psychologique, c'est la plus terrible. Et la guerre psychologique, je l'ai vécue. Parce que les bombardements, on peut les éviter. On peut entendre l'avion, on peut entendre tout ce que vous voulez, la sirène qui vous avertit. Mais la guerre psychologique, c'est silencieux, c'est vicieux comme tout, on ne sait pas d'où vient le coup. En France, c'est le camion qui a renversé les gens à Nice, c'est le Bataclan avec les Kalachnikov, mais il y a une guerre psychologique, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir d'où vient la bombe, d'où vient la grenade. Et là, à l'époque, les services spéciaux militaires, c'est les 2 ans bureau, je travaillais avec eux, interprété kabyle. Donc, ils me disaient toujours, quand ils rentrent, c'est bon pour vous aussi aujourd'hui, là. Vivez comme vous voulez, mais faites attention, c'est tout. Dans un café, dans un restaurant là-bas en Algérie, ils me disent, mets-toi toujours face à la porte, où il y a une glace pour voir qui rentre et qui sort. Parce qu'ils rentrent, on jette une bombe ou une grenade. Et dans les cinémas, et dans les salles de théâtre, c'était une grande lampe, on avait toujours ça, une lampe de poche. Quand on rentre dans une salle, dans une grande surface, dans une supérette, on n'est pas marché, même maintenant, je repars toujours à la sortie. Dans les cinémas, pareil. Quand je rentre dans le cinéma, je le mets sur le côté. Je repère où est la porte de sortie. Il y a eu 2 explosions dans un cinéma à Constantine. Je m'en suis sorti à chaque fois, parce que je m'assois sur le côté. La bombe dans un cinéma, dans un théâtre, on l'a mis au milieu. Quand la bombe explose, c'est ceux du milieu, il y a 5-6 morts. C'est pas grand-chose. C'est l'affolement. C'est l'affolement qui multiplie le nombre par 10. De 6, on passe à 60 ou 70 morts. Parce qu'on s'écrase dans la folie, dans la peur. Tandis que c'est comme ça, repéré, tout de suite dehors, 2 fois de suite. Donc, pour vous, je ne sais pas quoi vous dire de plus, à part que je rappelle une date, l'Algérie, elle a été créée par les Pieds Noirs et par les premiers bérets rouges en 1830. En 1830, ils ont défriché la terre, ils mouraient par paludisme, par malaria. Ce n'est pas les Arabes aujourd'hui qui ont fait c'est les Pieds Noirs qui ont fait l'Algérie. Tout le reste, c'est des histoires. Méfiez-vous de ça. Je connais très très bien le problème. Par exemple, moi, je suis né à Constantine. Pour finir, pour la conclusion, Constantine, c'est une ville frère musulman par excellence. Déjà à l'époque. Tariq Ramadan, vous connaissez tout le monde. Son oncle, il a créé les frères musulmans au Caire. Pour des raisons politiques au Caire, il a fait une cellule de frères musulmans à Constantine. Je les ai fréquentés, j'avais 10-11 ans, je les ai fréquentés, leur école coranique, leur mosquée. Donc je connais le problème, j'ai 80 ans depuis une semaine, je fréquente ça, je les connais. Je connais parce que Constantine était volé orthodoxe, était plutôt des descendants turcs et ottomans. À Constantine jusqu'à aujourd'hui, c'est encore pire aujourd'hui par rapport à hier. Constantine a toujours été une ville de turcomanes, de racistes, comme tout. Et pour un épisode pour les Kabyles, quand la France est rentrée en Algérie en 5 juillet 1830, la date d'Algérie c'est 5 juillet 1962, c'est pour commémorer
Donc, on me racontait, j'ai lu dans l'histoire après, même ce Guy Lefranc, le maire d'Évreux, m'a dit il faudrait parler de ça. Les Turcs, les soldats turcs, pour résister aux soldats français en juillet 1830, ils faisaient des plaines pour revenir à Bab el-Oued. Ils faisaient des plaines de la Kabylie, ils recherchaient les Kabyles blonds aux yeux verts pour les décapiter et ils mettaient leur tête à Bab el-Oued. Suspendu, ils disaient on a tué un Roumi. Et le Roumi, ça veut dire un mécréant, ça veut dire un chrétien. Et mes arrière-grands-parents ont connu ça. De mon côté à moi, ce sont tous des femmes tous blondes aux yeux verts. Et dans mon livre, j'ai eu ma mère, ma grand-mère et ma soeur aînée, des femmes kabyles exceptionnelles. Exceptionnelles. Ma mère, elle avait un sourire, elle avait des regards. Le diable en personne, il viendrait sur terre, se mettra à genoux devant elle. C'est comme ça. Je ne peux pas en dire plus. Très bien, monsieur Veil. J'étais passé, non? Non, non, c'est bon. Je vous paie le repas. Bon, alors, à partir de ce moment, vous avez entendu les trois présentations de M. Mondel, de Mme Ferrando et de M. Zéich, mais il faut aller effectivement plus loin, et cette fois, vous levez la main et vous allez les uns après les autres pouvoir poser les questions que vous avez envie, que vous avez préparées, ou des questions spontanées. Alors, je note les noms et puis je vous donne la parole après. Donc il y a Sarah qui a levé la main en premier. Allez-y. Plus fort, parce qu'on n'entend pas très bien. Vous avez expliqué comment ça s'est passé avec votre mère, etc. Et votre retour en France, vous nous avez dit ça. Expliquez comment vous avez vécu cette guerre d'Algérie et si vous avez été résistant, si vous êtes caché. Comment vous l'avez vraiment vécu? Alors, j'ai pas compris. Comment j'ai vécu la guerre d'Algérie? Comment? Après? Et comment votre arrivée en France aussi? Ah oui, je vais vous en parler. Oui. Bon, si je reprends deux questions pour une question. Deux réponses pour une question. Oui, oui. Bon, alors, en France, il y avait une politique anti-pieds noirs menée par le général de Gaulle que nous détestons, hein, parce qu'il fallait qu'il justifie de quitter l'Algérie, puisqu'il était arrivé en 58, le 13 mai 58, en disant Algérie française, la France de... Voilà, tout le baratin qu'il nous a fait. Et il a fait une propagande anti-pieds noirs terrible en France. Et malheureusement, les Français l'ont cru, puisque de toute façon, pourquoi ne pas le croire? Alors, il racontait qu'on était des esclavagistes, tout simplement, qu'on vivait comme des nababs, etc. Donc, alors que le niveau de vie en Algérie, des pieds noirs, était 15% inférieur au niveau de vie des Français en France à la même époque. Donc, comment on l'a vécu? Alors, ce que je peux vous dire aussi, et qui est très important, c'est que pendant les événements, puisqu'à cette époque-là on appelait ça les événements, il y avait beaucoup d'entraide entre les communautés, entre les musulmans et les catholiques et les juifs. Hein. Les gens se protégeaient entre eux. Donc si mes parents avaient des amis arabes, enfin forcément, hein, puisqu'on était une minorité. Vous étiez une dizaine de familles d'Européens à Batna, c'est ce que vous m'avez... Ah non, c'était à Corneille. À Corneille, une dizaine de familles. Non, à Batna, on était plus nombreux. Non, mais on était une minorité de toute façon. Mais on se protégeait, voilà. Ah bon, alors c'était évident que, par exemple, j'entendais mes parents dire « Ah ben tiens, le fils à Mouloud ou le fils à Mohamed, on ne le voit plus ». Bon, ça voulait sous-entendre qu'il avait pris le maquis, il était parti avec l'UFLN. Mais ça n'empêche que si mes parents avaient besoin d'être protégés du FLN, ben les amis algériens protégeaient mes parents et inversement. Mes parents protégeaient des amis qui avaient besoin voilà. C'était une entraide, sinon on était 1 million pour 10 millions de musulmans. Si ça n'avait pas été ça, il n'y en aurait aucun pied noir qui serait rentré en France. Hein, voilà. Et quand on est arrivé en France, ça a été terrible, parce que bon, on est parti, il fallait partir, il y avait l'urgence, on sentait un danger, mais on ne savait pas lequel. Bon, nous, du côté de Batna, on n'a pas eu de danger, ça s'est bien passé, mes parents sont restés jusqu'en 65. Bon, à Oran, ça a été une catastrophe, il y a eu un massacre dont on a eu connaissance, mais plusieurs années après. Donc on est parti d'Algérie, on arrive en France. En Algérie, il y avait une adoration, tous les gens d'Algérie, de toutes les communautés, on avait une adoration pour la France. La France, c'était, on mettait la France au-dessus de tout. Hein. Bon.
quand il y a eu la guerre 14, la guerre 45, tout le monde faisait la queue, tous les hommes faisaient la queue pour venir faire la guerre pour défendre la France. Hein. Et il y a eu beaucoup de victimes, enfin d'habitants d'Algérie pendant la guerre 45 et 14. Donc il y avait une adoration pour la France et on arrive en France et on est accueilli, enfin on est accueilli, on n'est pas accueilli, on est rejeté. Arrivé à Marseille, il y avait une grande banderole en disant retournez d'où vous venez, on ne veut pas de vous. On a été, on habitait une petite cité à Marseille avec ma grand-mère et mes frères et sœurs, puisque mes parents étaient restés en Algérie. Ma sœur qui avait 6 ans ne pouvait pas jouer ne pouvait pas faire de vélo parce qu'elle était caillassée, parce que c'était une petite pied noire. Enfin, ça a été terrible, le début de notre arrivée a été terrible. Enfin, jusqu'à encore pas longtemps, on m'a encore fait des crasses parce que je suis pied noir. Mais je sais me défendre, j'ai du caractère, je sais me défendre. Racontez l'anecdote des dockers à Marseille. Ah oui, ah oui. Alors c'est arrivé, bon j'ai connu mon mari à Marseille, mais mon mari est pied noir aussi. De Constantine. Oui, pied noir. Enfin non, lui il était de partout. Son père déménageait beaucoup, mais les dernières années c'était à Constantine. Et ils avaient fait un cadre, c'est-à-dire un cadre, c'est une grande caisse de, je sais pas, de 2 mètres de haut peut-être, sur 2 mètres de large, où ils avaient démonté tous leurs meubles qui étaient en formica, ils n'étaient pas riches du tout, ils cherchaient l'argent en fin de mois dans tous les tiroirs, enfin bref, ils avaient tout démonté, ils avaient mis le maximum de choses dans ce cadre, parce que très peu de gens pouvaient avoir de cadre, eux ils avaient réussi à en avoir un, ils avaient tout mis, et arrivés à Marseille, les dockers prenaient les cadres et les trempaient dans l'eau. Donc ça veut dire que tout ce qu'il y avait dedans, eh ben, c'était foutu. Et ils faisaient pareil avec les voitures, ceux qui avaient eu la chance de pouvoir mettre leurs voitures sur les bateaux. Et voilà, c'était notre arrivée en France. Bon, petit à petit, les Français ont compris qu'on leur avait monté. Comment? Métropolitain. Oui, quand je dis les Français de France voilà, ont compris. Alors, nous sommes les pieds noirs, et nous, les Français de France, on les appelait les patos. Voilà, c'était notre distinction. Voilà. Donc, Monsieur Bailly, je voulais intervenir. Mon arrivée en France, ça a été une catastrophe. Pire encore que ma vie pendant la guerre psychologique en Algérie. Après le collège, avec Enrico, j'étais là, on a été chassé par le directeur du collège du lycée à l'époque, c'était normal, c'était la guerre. J'ai fait ma 3e à Berck-sur-Mer, à Berck-Plage, couché sur le. J'ai pas eu le droit parce qu'alors j'étais chassé de l'école. J'ai fait ma 3e à Berck-sur-Mer et j'ai continué, j'ai rencontré mon ancien instituteur algérien à l'époque. Il voulait faire de nous, petits indigènes, qu'ils soient arabes ou kabyles, des hommes vraiment costauds par les études. Donc, je ne pouvais pas avoir mon baccalauréat, il m'a conseillé de faire capacité en droit. J'ai réussi brillamment mes capacités en droit, ma licence, et j'ai fait 2 ans à l'école polytechnique de notaire à Rouen, et j'ai fait ma carrière au tribunal de commerce de Rouen. Il fallait bon, bref, là, n'est pas là. C'est que quand j'ai passé un concours, mon arrivée en France, quand j'ai passé un concours au ministère de l'Intérieur, on est en 70. La guerre d'Algérie, c'est en 62 la fin, hein, 70. Donc, on était presque 10 000 candidats pour être cadre national des préfectures ici en France. J'étais aussi le premier en Seine-Maritime, en autodidacte. À l'époque, j'ai tout fait par moi-même. Premier en Seine-Maritime, 69e sur le plan national. C'est pas moi qui le dis, sinon c'est le ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet, et il a écrit un de mes amis à Rouen, un conseiller général. Donc, sur presque 10 000 candidats pour 250 postes. J'arrive à être premier, 69e. La Matmut à Rouen, j'ai passé un concours pour rentrer chez elle, la mutuelle. Ils ne voulaient pas de moi parce qu'on n'a pas confiance dans vos discours, dans vos études. Alors j'étais 3. 2 métropolitains, comme dit Clarisse, et moi un indigène. Je suis considéré comme un indigène. Ils ne s'en foutent pas, mais on se donne les Kabyles, voire en arrivant en France, tous les mêmes. J'ai souffert d'ostracisme, et j'ai souffert de racisme au sens administratif. Donc je passe mon concours. Le matin, les collègues qui ont été recrutés sur diplôme, moi, on me fait passer un examen à Bleu-Champlain, à Rouen. Ah, je me suis sorti brillamment, les gens n'en revenaient pas. Alors j'ai fait une seule faute bacchanale. J'ai écrit un seul C. Au lieu de 2 C bacchanal. Bacchanal, c'est Dieu Bacchus pour le vin. Et la chef du service, elle me dit, vous avez oublié un C? Je dis oui, je connais Bacchus, bacchanal. Je n'ai pas fait le rapprochement
Moi, j'ai dit, j'ai oublié de prendre un second verre de vin. Pour ça, j'ai oublié assez. Je bois du vin, je mange du porc, et je bois du vin. Je bois du whisky, je mange du porc. Donc, tout le monde, les religions, elles sont toutes pareilles. C'est question de morale et question d'hygiène. Bon, bref, on m'embauche. Les horaires de train à dire que ne correspondaient pas. Et à la préfecture, quand j'ai mon concours, il y avait 5 postes, 2 préfets de région et 3 en préfecture Seine-Maritime. 5 postes. On me l'a refusé. Vous savez pourquoi? Parce que il y avait un corneau d'Algérien qui a été un ancien tenancier de bar de filles légères pendant la guerre c'est à Rennes, préfecture de Rennes, et il a cassé la figure son chef de division, parce que le type, comme il était un tenancier de bar, il avait l'alcool mauvais. Le chef de division, à l'époque, c'est une division, il ne disait pas direction, c'est une division à l'époque. Il a été radié du cadre préfecture dans l'administration contre-pratique. Une grosse bêtise, le type était secrétaire administratif. Et se retrouve comme attaché. En France, dans l'administration, quand on fait une bêtise, vous montez de grade, on ne vous licencie pas. Et se retrouve comme attaché préfecture à Rouen. Et à Rouen, il a refusé le concours des belles jeunes femmes d'origine pied noire du Maroc. Donc il l'a refusé. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a violé dans le bureau du secrétaire général de préfecture. Et c'est à Rouen. Et il y a eu un truc. Et c'est retombé sur moi. Alors un Algérien qui a fait une histoire, ça retombe sur moi. Moi, c'est tous pareil. Et c'est pas normal. Donc, j'ai jamais baissé les bras. Je me suis toujours défendu. Toujours. On a eu à l'époque un fils de Harki, Haris Barbatna. Son père, il était décoré de la Légion d'honneur par Mitterrand en personne et qui était ministre de l'Intérieur pendant la guerre. Donc Harki, vous savez ce que c'est? Harki, c'est le fils de Harki, oui. Oui, non, mais Harki, ils ont vu ce que c'était? Oui, c'était un soldat de service de l'armée française. Pour la pacification, dans le temps, il fallait faire les armes. Ça veut dire un soldat, Harki. Ouais. Donc, il arrive en préfecture, au lieu de l'embaucher comme agent de bureau en préfecture de Rouen, on l'a mis, il n'y a pas de saut-métier, des sauts de gens. On le met à la plonge à Charles-Nicole, pour laver les verres. Alors qu'il était... Donc on construit des baies, c'est pour l'histoire pour vous. On a construit le pavillon des baies à Charles-Nicole. On fait une grande fête. Jean-Luc Anillet, il y avait Béronneau, il y avait qui y avait encore, il y avait Jacques Baron, il y avait beaucoup de ministres et tout. Et moi, Ahmed, qui servait parce qu'il y avait besoin de monde pour servir. Parce qu'ils ont fait une fête à DB, à Charles-Nicole, quelque chose de faramineux. À un moment donné, il touche l'épaule d'un officiel envoyé par le ministre de l'Intérieur. Il le touche, il se retourne, il dit, mais c'est mon ancien commis de bureau à la SAS, c'est Sinisas, là-bas, à Harris, pas loin de Batna. Qu'est-ce que vous faites là? Il dit, bon, il est revenu avec eux, assis entre les représentants du ministre de l'Intérieur, Jean-Luc Anillet, père son âme, et maire de Rouen, sénateur. Il arrive en milieu. On l'a installé en préfecture. Parce qu'on ne voulait pas de lui, parce qu'il y avait un Algérien qui a fait des bêtises. En plus, il était un informateur des renseignements généraux. Et pendant la guerre, les renseignements généraux, ça fonctionne beaucoup. Donc, il a été réintégré. Et moi, j'arrive derrière, on m'a mis de côté. On m'a nommé comme chef du bureau sous-préfecture du Havre, je ne pouvais pas rester. C'était compliqué, j'arrivais d'Algérie. On m'a mis aux archives. Aux archives, à l'époque de l'administration, c'était un emploi dégradant. Parce qu'on met quelqu'un aux archives, c'est parce qu'il a rien. Alors j'ai rien fait. J'ai gagné un concours premier en Seine-Maritime, 69e premier au plan national, on me met dans les archives. Et je regrette rien, j'ai appris beaucoup aux archives. Ma femme est d'origine de Lisieux, d'origine française. Elle a enseigné pendant 5 ans en Algérie. Comme en Algérie, on commençait à faire l'arabisation, on est rentré. En 67. En 67, en fin 67, on est rentré. J'ai pas été inquiété, mais on me reproche toujours d'être un collaborateur. Donc, comme collaborateur, j'ai un jour un policier à l'OPJ, police judiciaire à l'aéroport de Constantine, m'a dit, écoutez, tu étais sous mes ordres, parce que moi j'étais en préfecture de région, le préfet responsable de la police. Maintenant, tu me laisses sortir. Il m'a laissé sortir parce que tu es collaborateur. On m'a rien fait parce que tu es marié au Conseil de France de Constantine. C'est mon donc, et quand je voulais sortir, on m'a empêché de sortir. Pas de passeport, rien du tout. Mais j'ai réussi à sortir, on m'a posé la question, comment vous sortez sans passeport et vous revenez avec un passeport français. J'ai fait une opération de magie administrative. Le problème est là.
Donc, aujourd'hui, il y a encore l'ostracisme existe en France. Ça existe. J'ai souffert. Même mon fils a souffert de ça aussi, parce qu'à l'époque, c'était un brillant ingénieur, il s'appelait Samir Jamel. On en a voulu, il a fallu qu'il change Samuel Daniel. Il n'a pas plus de boulot. Le problème est là. Et c'est dommage. Comme disait Annie-Claude, j'espère qu'un jour en France, on comprendra que toutes les religions, toutes les communautés diverses puissent arriver à s'entendre. Qu'ils soient juifs, musulmans, orthodoxes, bouddhistes, tout ce que vous voulez. Et dans les religions, comme je vous répète, toutes les religions, elles ont un sens moral, hygiénique, ça n'a rien à voir avec le Coran, avec rien du tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, le Coran, je comprends parce que j'ai vécu avec eux, je connais. C'est à vous de réfléchir à tout ça. Il y a une question dans le fond Oui. du jeune homme. J'avais une question pour vous. Monsieur Beige. Oui. Dans vos livres, vous avez beaucoup dénoncé tout ce que vous avez pu subir comme inégalité quand vous étiez en Algérie puis en France. Est-ce que vous avez pu le dénoncer dans vos livres? Ah oui, oui, les 3 livres sont là. Si vous voulez comprendre la vie des pieds noirs, des anciens turcs, des ottomans, des frères musulmans, des Corans, des mosquées, tout ce que vous voulez, tous les 3 sont là. Et écrire la guerre d'Algérie avec de l'humour, c'est rarissime. Et j'ai écrit ma vie à la 3e personne du singulier. Je suis mon propre avocat. Comme Alain Delon. J'aurais pu être avocat, mais je me suis marié très jeune. Vous avez écrit comme ça parce que ça vous faisait du bien de parler de ces quêtes psychologiques aussi? La psychologie, tout y est. La philosophie, la psychologie, l'histoire, tout. Ça fait du bien psychologiquement. Ah oui, ah non, j'ai jamais été malade. Hein. Ah non, non, jamais. Oh, tout ce que j'ai vécu, la torture morale, la torture physique, ça m'arrange. Non, je suis kabyle d'origine. On a 15 000 ans d'existence. Les Kabyles ne baissent jamais les bras. On a donné deux pharaons à l'Égypte. Ma grand-mère serait vivante, elle avait 200 ans. Elle jurait toujours par pharaon. On disait Sidna Pharaon. C'est grand-mère, pourquoi tu dis Gidam en Kabyle? Pourquoi je fais? On m'a dit, tu sais, toi, abruti. Toi, tu es un alphabète. Moi, je n'ai pas été à l'école, mais je t'apprends ton histoire. On a donné 2 pharaons. On a donné 3 papes à l'église romaine, parce qu'elle était chrétienne. On a donné 2 empereurs romains, dont un des fils, Nefertiti, l'ancienne reine d'Égypte. Parce qu'à l'époque, c'est la guerre par les Romains, et le général romain, il a adopté un des fils de Nefertiti, il en a fait un empereur romain. Vive les Kabyles. Est-ce qu'il y a une question pour Non, monsieur Blondin? j'ai noté les noms. Il y a Sarah, Emilien, Noémie, Julie. Parce qu'il n'a pas parlé encore. D'accord. Est-ce qu'il y a une question pour monsieur Blondin? Sarah. C'est une question générale. Parce qu'au début, donc, si j'ai bien compris, Charles de Gaulle voulait conquérir simplement l'Algérie, etc. Alors pourquoi, lors de votre arrivée, il voulait migrer autant? Ah, pourquoi? Ben parce que c'était politique. Il fallait qu'il justifie le fait d'avoir changé d'idée, puisqu'il est arrivé au pouvoir le 13 mai 58 en disant « Je vous ai compris, l'Algérie restera française ». Donc après, comme il avait, pour des raisons politiques, mais politiques internationales aussi, hein, bon, il fallait qu'il justifie de laisser tomber l'Algérie et de laisser tomber les pieds noirs. De toute façon, De Gaulle n'aimait pas les Arabes et il détestait les pieds noirs. Voilà. Comment? Pourquoi il voulait conquérir l'Algérie si on va dire il voulait des études? Non, il n'a pas conquéri l'Algérie. Pourquoi? Il voulait prendre l'Algérie pour faire un peu plus. Non, l'Algérie, elle était française, elle était... mais Il comme y avait des départements l'Algérie, c'était 3 départements français. Le 91, le 92 et le 93. Donc, après l'indépendance, ces 3 départements sont venus en France, hein, autour de Paris, ils ont repris ces numéros-là. Non, mais l'Algérie était française. Mais comme il y avait le soulèvement, il y avait le FLN, tout ça, il y avait des événements en Algérie, parce qu'ils n'appelaient pas ça la guerre, on disait les événements. Donc il est arrivé en disant oui, l'Algérie va rester française. Voilà. Juste une petite question pour répondre. En fait, le général de Gaulle, en 1946, est parti du pouvoir. Il voulait faire une 5e république. C'était son idée, avec un chef d'État fort. Puis on l'a complètement oublié. Et en 58, comme il y avait beaucoup de choses qui se passaient en Algérie, que le gouvernement n'arrivait pas à le faire 4e, quelqu'un a rappelé le général de Gaulle. Donc ils l'ont rappelé. Il a dit, je suis d'accord, je reviens, mais sa seule idée, c'est de faire une 5e république. Donc il venait pour régler, on l'appelait pour la guerre d'Algérie, la 5e république. Et donc il est arrivé, je dirais, l'Algérie, c'était pas son premier sujet. Il voulait faire une 5e république. Et ensuite, il l'a faite, et il a fait une 5e république. Donc il est arrivé, je dirais, l'Algérie, c'était pas son premier sujet. Il voulait faire une 5e république. Et ensuite, il l'a faite, et 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 il
et pour des raisons politiques, des raisons de se placer. Il a été au départ Algérie française, et puis il a évolué pour des raisons qui se comprennent, ou pas politiques, mais ce qui veut dire que les hommes politiques, quelquefois, changent d'avis, et ils vont faire des malheureux et des heureux et autres aussi. Et là, c'est plutôt politique. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il a été politique, il a été fait de la politique, il n'a pas été humaniste comme on peut l'être dans sa vie de tous les jours. Il y avait eu Émilien Gatti. Vous voulez vous exprimer ou pas sur cette question? Non, Non, pas spécialement. Ouais. Alors, Émilien un Gattini. éclaircissement qui Vous a voulez- échappé à monsieur de Béton, il y a un anecdote. Pour l'Algérie, d'accord, on a fait appel au général de Gaulle, c'est vrai. Mais, vous savez comment se sont passées les élections à l'époque pour le référendum, Ah oui, pour le vous oui. avez participé. Personnellement, j'ai été requis par l'armée. On mettait dans les mains de chaque électeur arabe des bulletins de vote, oui, pas un seul non. C'est pour ça que le référendum est passé avec plus que 100%, on se recrée en Russie ou en Chine. Il y a un seul candidat. Et on donnait les bons de vote, oui, pour le référendum. Le général de Gaulle est arrivé comme ça comme président de la Vous République. étiez dans les camions avec l'armée française. Avec l'armée française, pour oui. faire la traduction. Pour la et traduction, en même temps pour emmener, distribuer les bons pour voter les oui autochtones au voter. référendum. Ça a été combiné, c'est mathématique. Et maintenant, pour répondre, il faut dire un plus à M. Béton, il doit le savoir, l'Algérie. Parce que de grande Algérie, on a découvert le pétrole. Il y a raison politique et économique. On a découvert le pétrole en 1919. Ils ont essayé de trouver du pétrole au Maroc, c'était Casablanca aujourd'hui. On n'a pas trouvé, ils sont abattus. 1919. Et en 1920, un ingénieur français de métropolitain, il a voulu parler de ça. Et on a retrouvé suicidé l'espagnolette qui a 1m60, il fait 1m85. C'est pas possible, on ne peut pas se suicider comme ça. On est en 1920, hein. Ce n'est qu'en 1958, parce que l'Amérique avait mis un embargo sur le pétrole. En 1958, De Gaulle, pour raison économique, il a fait exploiter le pétrole. C'est parti comme ça. Après, il a chassé les Américains, parce qu'ils ont fait un mauvais coup de 1920 à 1958. Après, c'est parti comme ça, à cause du pétrole. Émilien Une Gattini. des causes. Émilien Gattini. Pour les inégalités que vous avez vécues quand vous êtes arrivé en France, est-ce que vous avez essayé de résister ou pas, et si oui, comment? Moi Vous deux. Oui, j'ai pas décidé, au contraire, je n'ai qu'un passeport, et il y a un passeport, il y a donc une nationalité, je ne suis pas franco 2, je suis français. Je reconnais ma culture béarnaise et kabyle, parce qu'elle est ancestrale, je suis français. Français, en plus, par les Bretons. Les Bretons sont nos petits cousins. On a préféré rester en France, il y avait des cousins en Bretagne pour aller chez les Bretons pour aller en Algérie. Il n'y a plus rien à faire là-bas. Pour ça, je suis resté en France. C'est uniquement ça. Parce que la France, c'est le pays, c'est le pays qui nous a fait. C'est pas les Arabes. Les Arabes l'ont fait que nous envahir, partir de leur sable pour en venir coloniser une civilisation qui a 15 000 ans. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On est colonisé par les Arabes. La France, c'est pas mieux qu'un pays. C'est un tout petit pays, tout petit, et le rayon sur le monde entier. Alors, pour les inégalités, moi j'ai parlé des pieds noirs. Pour les harkis. Mais Mouloud, il a du mal. Donc, pour les harkis. Attends, je vais le dire. Ouais. Bon, les harkis, c'était le peuple musulman qui avait pris parti pour la France, qui défendait la France, qui était dans l'armée française, etc. Donc, toujours grâce à notre cher De Gaulle, il a demandé à ce qu'on les abandonne. On les a désarmés, on les a laissés, ils ont été massacrés, ceux qui sont restés en Algérie. Heureusement, il y a quand même des commandants, des colonels de l'armée française qui ont désobéi à De Gaulle et qui ont ramené des harkis en France. Mais ils ont été parqués. Ils ont été parqués dans des camps. Hein. On critiquait les Allemands, mais la France n'a pas fait mieux. Ils les ont mis dans des camps, loin des villes, et ça a duré des décennies, comme ça. Et ça a été une honte. La honte de De Gaulle. De Gaulle, ça a été un héros en 40, et ça a été un salaud en 60. Ah oui, non, mais c'est terrible. Parce qu'à nous, les pieds noirs, il n'a pas fait ça, heureusement. De toute façon, bon. Mais aux harkis, ils ont été odieux avec les harkis. Hein. Et l'affaire des harkis n'est pas encore réglée, malheureusement. Rémi Carlin.
Excusez-moi, Noémie Carin. J'aimerais savoir à quel moment vous avez réussi à en parler à vos enfants, si vous en avez. Pour les 3 Pour les personnes trois. Oui. Monsieur Blondel. Oh ben, moi, mais ce sont mes enfants surtout qui m'ont interrogé. Donc j'ai repris un petit peu. Comme j'avais une mère qui était très inquiète de me voir partir, je lui écrivais tous les jours. C'est-à-dire que généralement, au début du mois, je faisais 30 lettres et j'en postais une tous les jours. Donc elle ne s'inquiète pas trop. Et puis j'ai récupéré toutes ces lettres après son décès. Donc mes enfants m'ont demandé de les exploiter. Je l'ai commencé, j'ai pas fini parce que j'ai pas eu le temps. Mais ils m'ont beaucoup questionné un petit peu là-dessus, si ça les intéressait de savoir ce qui s'était passé, comment ça s'était passé. Moi, j'en ai toujours parlé. Bon, les familles pieds noirs, c'est comme les familles musulmanes, on est très famille, on fait un peu tribu, hein, et on a coutume de faire le couscous, de faire la shorba, de faire la paella, de faire tous les plats qu'on avait l'habitude de manger en Algérie. C'est un peu notre ciment. Et moi, j'en ai toujours parlé, et j'en parle toujours autour de moi. Les gens savent que partout où je vais, j'essaie de parler des pieds noirs, de l'Algérie, voilà, parce qu'on a dit tellement de mensonges que si je peux arriver à... Voilà. Monsieur Béhi. Moi, je n'ai qu'un fils, mais il a vécu 4 ans en Algérie. Quand il a quitté l'Algérie, il parlait l'arabe, le kabyle, le français. Sa mère est française parce qu'elle a enseigné le français à l'école maternelle à Constantine. Et à la fin de l'année, ma femme a appris, jusqu'à maintenant, elle a appris à parler l'arabe, et de comprendre. Et les filles, qui suivent une école maternelle pour filles, elles ont appris à parler français. Pendant 5 ans, à chaque rentrée scolaire, on veut nos enfants avec la Romia, avec la chrétienne. Ça a très bien marché. Et quand mon fils est retourné en 1975 avec moi, il avait 12 ans, c'était pour lui faire découvrir la Kabylie. Pas Constantine, pas les frères musulmans, Constantine, il a beaucoup apprécié. Il a la guerre d'Algérie parce qu'il est ingénieur, il connaît, donc il est au courant de tout ça. Et par contre, pour répondre au général de Gaulle, je me demande, je suppute, hein, je pose la question, parce que c'est lui qui dit quand le Sénégal est devenu indépendant en 1960, 2 ans avant l'Algérie, il est invité par Léopold Senghor, un très grand président de la République, donc agrégé de lettres, comme Pompidou, c'est un copain à lui. Donc, ils vont au Sénégal. Et Pierre Mesmer, qui est Premier ministre des Armées, je crois, à l'époque, il dit mon général, il dit pas monsieur le président, il dit mon général, parce que c'est militaire, mon général, que pensez-vous faire de l'Algérie? Le général de Gaulle lui a répondu, il a dit non, mon général, je ne fais rien. Et c'est pourquoi il dit imaginez dans 2 ou 3 générations, c'est une opposition raciste, mais c'est comme ça, dans la tête de Gaulle. Il dit je ne voudrais pas faire colomber les 2 églises, et imaginez qu'en Algérie, l'Assemblée nationale, les 2 tiers sont des musulmans. Ils vont contrôler la France et l'Europe. Donc il a dit ça. Est-ce qu'il a dit dans son esprit de chrétien en pensant aux croisades, à l'époque Saladin de Richard, Cœur de Lion? Je ne sais pas dans son esprit. Il a dit ça. De Gaulle vient de là. C'est pour ça qu'il n'a pas aimé. Voilà. Julie Perche. J'ai une question pour M. Blondel. Quand vous avez parlé de beaucoup d'opérations que vous avez fait un peu partout en Algérie, mais elles consistaient en quoi ces opérations? Et tout ce que faisait l'armée en général, donc il y a eu tout ce qui était patrouille, bouclage, c'est-à-dire qu'on bouclait une zone et puis qu'on resserrait le bouclage pour contrôler tout ce qu'il y avait à l'intérieur, des contrôles d'identité, des embuscades, tout un tas de choses comme ça, c'était le quotidien. Et puis des interventions quelquefois en appui, comme on était amphibie, on a beaucoup travaillé avec les commandos marines qu'on venait appuyer pour les faire débarquer sur une plage et puis travailler à l'intérieur d'une zone. On a fait aussi des choses intéressantes comme du recensement. Monsieur, vous en parliez un petit peu. Regardez un peu, il y avait des gens qui n'avaient pas de papier d'identité, donc elle allait voir, créer des papiers d'identité. C'était pas toujours facile parce qu'ils ne savaient pas très bien quand ils étaient nés ni rien. Moi, je me souviens d'un gars qui m'avait dit, je lui avais donné des dates de naissance, il m'a dit la loi a débordé jusqu'ici. Ouais. Alors, on a marqué présumé 1916 sur sa carte d'identité, mais on ne pouvait pas faire mieux. Et puis, des choses qui étaient intéressantes aussi, on allait souvent accompagner ce qu'on appelle les ESMI, les équipes socio-médicales itinérantes. C'était des groupes d'infirmières, des femmes remarquables, il y avait des juifs, des arabes, il y avait de tout. Elles allaient montrer aux gens dans les douars comment il fallait un peu d'hygiène pour laver les mains, des choses comme ça, et vacciner des enfants. Elles ont payé un très lourd tribut,
Nous, on allait taper nos dames de charité, on les emmenait régulièrement. Et l'une que je connaissais bien me racontait qu'un jour, elle était dans un village, là, elle avait fait beaucoup de vaccinations, mais il y avait encore des gamins à vacciner, il fallait qu'elle stérilise ses... Ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'ils pouvaient quitter l'Algérie, de toute façon. Bon. Donc, ils sont restés en espérant vendre leur hôtel. Ils auraient pu le vendre X fois, mais le gouvernement algérien mettait toujours des bâtons dans les roues pour ne pas qu'ils vendent. Et en 65, c'est Boumedienne qui a expulsé qui a réquisitionné, qui a expulsé tout ce qui était européen. Hein, même les pieds rouges, je ne sais pas si on vous a parlé des pieds rouges. Vous avez parlé des pieds rouges? Non. Je l'ai lu, je croyais que c'était une plaisanterie. Non, non, c'est pas une plaisanterie. Donc je vous en parlerai, Donc il a mis à la porte tout ce qui était européen. Donc, et moi ça m'a quand même traumatisée parce que mes parents sont arrivés, ma mère avait 35 ans, 4 enfants, mon père avait 13 ans de plus que ma mère, 50 ans. Ils arrivaient avec une valise, leur chienne. Ils arrivent en France avec à la charge leurs 4 enfants, ma grand-mère. Je me dis, j'ai bien vu le désarroi que ça pouvait faire. Et cette histoire de leur avoir pris tout ce qu'ils possédaient, ça m'avait vraiment traumatisée. Et quand, avec mon mari, on a fait construire notre maison, je cauchemardais qu'on venait me l'enlever. Donc je me réveillais en sueur. Parce que sinon en Algérie, on n'a pas du tout été malheureux, hein, on avait une belle vie, les gens étaient gays, on n'avait pas grand-chose, mais on était gays. C'est vrai, hein, on n'avait rien, mais on ne savait pas qu'on était moins bien que les autres, on vivait bien, les gens étaient heureux, étaient gays. Et donc je cauchemardais qu'on venait m'enlever ma maison. Et ça a duré jusqu'au moment où en 88, nous sommes retournés en Algérie, à Batna. Et là, d'abord, on a eu, je vous ai dit, un accueil fabuleux, on a retrouvé des amis. Et quand on est arrivé à l'aéroport à Alger, la police et la douane, quand ils voyaient sur notre passeport qu'on était né en Algérie, ils nous disaient « Bienvenue chez vous ». Alors qu'en France, on nous disait qu'on n'était pas chez nous. Enfin, vous voyez un peu le... Bon, enfin bref. Et de ce jour-là, je n'ai plus fait de cauchemar, parce que j'ai compris, et puis j'ai compris aussi que c'était plus chez nous. Voilà. Yael Le Bossé. À la suite de cette guerre, est-ce que vous pensez avoir changé? Comment? À la suite de cette guerre, est-ce que vous pensez avoir changé? Changé? Oui, dans le sens où vous avez été déraciné, est-ce que vous Oui, adapté, oui, mais j'ai l'impression, bon, je me sens foncièrement française, mais quelque part, je me sens appartenir au monde entier. Si vous voulez, voilà, je me sens appartenir au monde entier. Bon, je pense que si j'étais restée en Algérie, j'aurais pas eu cette ouverture. Enfin, je pense, j'en sais rien, hein, mais je me dis qu'on a eu une ouverture une ouverture d'esprit. Et puis je me dis d'avoir vécu avec des Arabes, des Juifs. Enfin, ça a été une richesse incroyable. Puis alors il y avait les Arabes, les Juifs, il y avait celui qu'on appelait l'Italien, l'autre qu'on appelait le Maltais, l'autre qu'on appelait enfin, on avait tous des identités un peu différentes, mais on était tous bien ensemble, et ça a été une grosse richesse. Et je vois bien par rapport à mes amis ici normands que j'ai pas la même attitude qu'eux. Ça, je le vois bien, mais j'en suis très consciente et très heureuse, parce que je me dis, j'ai quand même un plus par rapport à eux. Quand je suis arrivée à Rouen, j'ai vu que pour traverser la Seine, c'était comme si on allait... J'allais au lycée Jeanne d'Arc, rive droite, et mes parents, ils avaient acheté un petit garage rive gauche. Et quand je disais à mes copines du lycée, j'habite avenue Jean, oh, tu traverses la Seine. Mais je me dis, mais c'est, vous savez, mais c'est incroyable, vous dites, mais dans quel monde ils vivent, gauche et rive droite. Mais dans quel monde ils vivent? Et il y a des gens de rive droite qui ne mettront jamais les pieds sur la rive gauche. Alors je me dis, Dieu merci, j'ai pas cet état d'esprit. Voilà. Alors, même question pour M. Blondel. En quoi la guerre d'Algérie vous a changé? Est-ce que vous a changé? Qu'est-ce que ça a changé? Moi, je pense que on change de toute façon. Hein, quand on part, qu'on a 20 ans, qu'on découvre un pays qui est un pays magnifique, qu'on voit un certain nombre de choses, qu'on voit quelques morts, c'est sûr que ça vous marque un petit peu. Mais bon, après, vous rentrez, vous reprenez une vie, ça ne m'a pas beaucoup changé sur ce plan-là. J'ai toujours été très européen, j'ai une femme hollandaise, un beau-frère anglais, une belle fille espagnole. Bon, il n'y a pas, de ce côté-là, il n'y a aucun problème.
Non, ça ne m'a pas changé fondamentalement. J'ai vieilli un peu, j'ai mûri, bon, c'est sûr, mais ça, c'est peut-être différent. Je me rends compte que, comme le disait madame, on est très heureux en France. Actuellement, dans l'association, bon, vieilli, on recrute beaucoup de soldats qui ont fait des opérations extérieures. J'en ai un certain nombre qui sont passés en Afrique, dans les pays africains ou en ex-Yougoslavie, qui me disent, si tu savais la misère qu'on voit là-bas, on est vraiment très, très heureux en France, même si on se plaint. Pour répondre à la question, vous faites bien de la psychologie, c'est intéressant pour les questions psychologiques. Pour répondre à la question, le changement. On a vécu au départ, si vous voulez, une nostalgie très négative. On survivait. On ne vivait pas, on survivait. Aujourd'hui, par notre volonté d'avoir trouvé un pays aussi accueillant, aussi généreux, je ne parle pas sur la discrimination, elle existera toujours, même entre la rive droite et la rive gauche. Ça, on peut passer dans le truc. On a transformé notre nostalgie en une nostalgie positive. On a surmonté les difficultés. Nous sommes nous-mêmes aujourd'hui. On n'a pas changé. C'est nous qui avons changé la nostalgie. Elle est pour nous. Avant, on essayait de survivre. Même certains ont voulu se suicider. Quitter un pays pour revenir ici, retrouver. Mais nous, avec par notre volonté, on a changé cette nostalgie en nostalgie positive. Il n'y a pas de changement. On a changé autrement. Théo Esposito. Pour votre arrivée en France, est-ce que les conditions du voyage c'était comme les conditions des migrants d'aujourd'hui? Pour certains, oui. Pour certains, oui, mais ce qu'il y a, c'est que les migrants d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne parlent pas français. Et nous, on était quand même des Français, qu'on veuille ou non. On ne pouvait pas nous jeter à la mer, même s'il y en avait qui voulaient. On ne pouvait pas nous jeter à la mer, et on parlait français. On avait des cartes d'identité françaises, on avait la sécurité sociale. Enfin, je veux dire, tout ça, c'était... on n'est pas... Non, mais eux, c'est horrible ce qui leur arrive. Hein. C'est horrible. Et ce que je peux vous dire, c'est que personne ne quitte son pays de gaieté de cœur. Quand on quitte son pays, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà. Soit par la guerre, soit par nécessité économique. Mais les gens qui quittent leur pays, ils ne font pas ça pour le plaisir. Hein. Franchement... On a connu le site d'Arc pour vendre dans le sud, dans le Var. Il a été créé pratiquement, le soir est venu grâce aux Pieds Noirs. Pas mal de Pieds Noirs qui ont quitté Oran, ils ont traversé en petite flou, petite barque pour arriver à Port-Vendre. C'était les migrants de l'époque. Ils étaient français, mais ils ont traversé la Méditerranée en barque. Ouais, mais enfin, ils sont pas morts. Mais pour l'histoire des migrants, malheureusement, c'est politique. Parce qu'on donne de l'argent à toute l'Afrique. Et on a calculé qu'on a donné à toute l'Afrique depuis des années 47 000 milliards de dollars. Trump, je ne peux pas le nommer, il était contre ça, il a supprimé. On donnait de l'argent aux pays africains pour aider leur population, pour les aider sur le plan financier. Qu'est-ce qu'ils faisaient par corruption? Ils plaçaient l'argent qu'on leur envoie dans des paradis fiscaux pour aider leur peuple. On dit, vous foutez le camp par politique. Et l'argent servait à acheter les armes. Et les pauvres migrants, c'est la population qui paye pour leur patron, pour leurs dirigeants. Et c'est malheureux. Vincent Sebar. Je me demandais si, durant la guerre d'Algérie, est-ce qu'il y a eu des problèmes avec justement le Maroc et la Tunisie, donc qui sont vraiment à côté, s'il y a eu des problèmes, des conflits ou pas, quand vous étiez vraiment à Beaune, quoi. S'il y a eu des problèmes avec les Tunisiens ou pas? Et au moment de Bizerte, il y a eu une opération qui a été vite menée, et on est revenu à Beaune, mais on est retourné plusieurs fois à Bizerte pour apporter des munitions à la garnison et rapatrier des gens de Tunisie qui ne voulaient pas rester en Tunisie et qui partaient un peu dans des conditions difficiles pour les ramener à Beaune où ils avaient de la famille, où ils pouvaient être pris en charge et se sentir plus en sécurité qu'en Tunisie. Noémie Carnat. Monsieur Bondel, est-ce que vous possédez la carte du combattant et si oui, depuis quand? Depuis 81, je crois. Je peux vous dire, je dois avoir quelque part ici, et je crois que c'est depuis 81. Est-ce que c'est important? Bon, oui, bah, c'est important parce que bon, ça fait plaisir. Juillet 80, voilà. Julie Perche. Pourquoi vous n'êtes pas retourné en Algérie après la guerre? Moi moi, j'ai pas eu l'occasion, et j'avais pas trop envie à première vue d'y retourner, donc j'ai été pris dans une vie professionnelle assez intense. Mais j'y réfléchissais tout à l'heure aux vues des questions posées. J'aurais le choix aujourd'hui, avec revenant 60 ans plus tôt, entre faire 28 mois en Algérie
et faire un an de service dans une caserne en France, je choisis l'Algérie sans hésitation. J'en ai gardé quelque chose. Non, faut la noter, faut la noter. Oui, c'est Gaël Vallée qui est... Faut la noter. Et concernant Annie-Claude et M. Beich, ils sont retournés en Algérie. Donc vous êtes retournés en 75 et en Pour mon 88. fils, je n'ai pas découvert l'Algérie, j'ai vu tout à l'heure. Il avait, quand il a quitté, il avait 3 ans et demi, 4 ans à peu près. En 75, il a eu 12 ans pour lui montrer la Kabylie. On est resté 1 mois et 6 jours à Constantine. Et en 76, quand ma mère était gravement malade. Et depuis, je changeais, je ne sais pas, il n'y a rien à voir là-bas. Quand les Pieds Noirs nous demandent, vous y allez si vous avez de la famille pour vous accueillir, ok, sinon il n'y a rien pour le tourisme. Et puis, vous médias, quand il a fait voter sa constitution en juin 65, quand il a chassé Ben Bella, un des articles de la constitution algérienne, le mot tourisme est synonyme débauche. Ils n'en veulent pas. C'est tout. Pas parce que vous êtes jeune fille, habillée et tout, légèrement pas autrement, ils n'en veulent pas. Alors que dans la religion, le voile n'existe pas normalement. La propre fille du messager Mohammed, c'est pas un prophète. Le prophète, c'est Jésus-Christ. La propre fille de Mohammed n'a jamais été voilée du temps vivant de son père Mohammed. Jamais. Il a interdit. C'est dans l'esprit de la culture après. La culture. C'est pour ça qu'il n'y a plus rien à voir là-bas. Tout est dégradé. Il n'y a aucun entretien. Tous les immeubles. La France a laissé de très riches infrastructures, de très très beaux bâtiments qui n'ont jamais été entretenus. Ils tiennent le coup, mais le problème est là. Ce n'est pas la peine d'y retourner. Retourner à Constantine, j'aimerais bien revoir la piscine de Constantine. La piscine de Constantine, c'est une piscine remplie d'eau éternellement. Éternellement. Parce que Constantine, c'est on est à 2200 mètres d'altitude. Il neige énormément. Et quand ma femme elle a vu ça, on avait 3 semaines de neige continue. C'est pas possible. J'ai dit oui, c'est à 2200 mètres d'altitude. Il neige. Il fait chaud. Donc, cette piscine-là, l'eau descendait de la montagne, c'est depuis des siècles. Alors en plus, c'est le petit bassin. Donc on se mettait moi je mettais le bandeau sur l'eau, le petit bassin a remplacé le bassin, remplissait le bassin moyen. Pas de chlore, rien du tout, hein. C'est de l'eau pure. Et ça chauffe un petit peu naturellement. On a construit une piscine olympique pour l'eau, pour remonter. La piscine olympique, on mettait. L'Algérie a de très grands nageurs à la France, l'Algérie, de très grands nageurs. La piscine olympique, on montait l'eau. Mais le premier bassin, le premier bassin moyen, il n'y a plus d'eau maintenant. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils ont fait les travaux dans la montagne, ils ont cassé la conduite naturelle que la géographie a faite elle-même. Il n'y a plus rien. Maintenant, c'est des fougères qui poussent dans les bassins. Avant, je baignais dedans. Maintenant, c'est des fougères. Il n'y a plus rien. Une petite pardon, ça sera Evan. Pour les grands nageurs, il y a une histoire assez extraordinaire qui recoupe les deux que vous avez fait. Ça s'appelle le nageur d'Auschwitz. Et le nageur d'Auschwitz, c'est un judéo-berbère, je crois, Oui. qui a été à Toulouse, qui a été champion de France, qui nous a représenté aux Jeux Olympiques, qui a humilié les Allemands aux Jeux Olympiques en 1936, et qui a été déporté à Auschwitz, et que les Allemands, il avait une bonne condition physique, que sa famille a été décimée, il est revenu, et il a continué après. Renseignez-vous sur ce nageur d'Auschwitz, judéo-berbère, et qui est arrivé en France. Evan Danet. Et merci à votre question, ça a donné l'idée à M. Blondel, M. Besson d'en parler. Ça fait partie de la discussion, c'est bien, c'est agréable d'entendre ça. Evan Danet. Pour M. Blondet, vous étiez dans l'armée française, mais du coup, que pensiez-vous des idées du général de Gaulle? Est-ce que vous étiez d'accord Mon opinion est peut-être un peu différente de celle de madame. Bon, comme beaucoup l'appelaient, on était partis, on n'était pas volontaire à première vue, c'était pas tout à fait mon cas. Mais la majorité des gens étaient partis un peu à contre-cœur. Ils auraient préféré rester chez eux, ce qui était bien normal. Et quand De Gaulle a lâché l'Algérie, bon, beaucoup étaient contents en disant on va rentrer chez nous. Mais il y avait quand même, c'était pas la grande majorité, mais quand même, c'était important. Gaël Vallée. J'avais une question pour Détroit. Si vraiment pendant la guerre, il y a quelque chose qui vous a vraiment choqué, un événement qui vous a marqué. Quel est l'événement qui vous a le plus choqué dans la guerre, pendant cette période-là, Monsieur Béhi? Dans la guerre, c'est les gens, les morts qui jonchent les quartiers de Constantine. Il m'est arrivé de voir, par exemple, couper le nez. Et la France en Algérie, les Pélagas, disaient pour couler l'industrie du tabac et l'industrie
d'alcool, de tabac. Les felagas donnés aux indigènes dans les quartiers arabes, 3 avertissements pour arrêter de fumer la cigarette. Nous, on le fera en France une fois au mois de novembre tous les ans. Les gens continuent à fumer, même si le prix augmente. Là-bas, c'est le nez qui est coupé. Et dans les quartiers arabes, j'ai vu 2 fois le nez tomber, des gens qui ont été inversés par les felagas d'arrêter de fumer. Devant moi, dans mon 4e livre, moi j'en parle, avec le coupe-chou, vous savez, le rasoir des coiffeurs, on appelle ça un coupe-chou. Terminé. On dit non, on a fait un type avec le nez comme ça avec un pansement. C'est ça, c'est choquant. Et des gens qui sont morts par des attentats, des felagas. Et le truc qui m'a beaucoup impressionné, c'était pendant le ramadan. Il y a un jeune qui est sorti à 9h le soir, on l'a retrouvé assassiné, il y a une balle a traversé la rue Rose-Fleury, ton mari connaît, la rue Rose-Fleury pour aller au cimetière des musulmans, il a été abattu, on fait son enterrement. On a fait Constantine, la rue Rose-Fleury, on a vu des CRS et des gendarmes mobiles de chaque côté jusqu'au cimetière. Arrivé place à Mauricière, ton mari la connaît bien, place à Mauricière et de l'autre côté, il y a le cimetière des musulmans. Et à droite, c'est le cimetière des Européens, des Pieds Noirs, des métropolitains. L'armée nous a abandonnés, parce qu'on avait, dans les hordes, nous a abandonnés. Ça m'a beaucoup choqué. On s'est retrouvés tout seuls. Alors, chacun portait, parce que là-bas, on porte le cercueil à bout d'épaule. Comme vous voyez toujours à la télévision, dans les pays en voie de développement ou tout. Mais arrivé là, toutes les fenêtres ont tiré sur nous, c'était à l'époque de l'OAS. Toutes les fenêtres tiraient sur nous. Et on s'était caché dans une maison comme par hasard. Et heureusement, personnellement, une balle. Heureusement, j'ai une jambe plus courte de 5 cm. Ça m'a sauvé la vie. Une balle, j'ai regardé quand elle s'est pichée sur le mur. Sinon, j'avais plus de tête. Pas parce que je boite, j'ai pas sur le côté, et la balle s'est pichée sur le mur. On est resté là, l'armée ne pouvait pas venir le délivrer, c'est pas possible. Là, ça m'a beaucoup choqué. Et il y a encore autre chose aussi. Ce qui m'a choqué aussi, sur en Kabylie, j'étais avec mon père dans le car, vers Akbou là-haut, un bout de tram, un bout de piste, une piste, une route, explosé. On a mis dessus un collaborateur de la France, qu'on disait, à Arkiou, un informateur de l'armée française, on a fait exploser. Là, ça m'a beaucoup choqué ça aussi. On a fait exploser, donc il y avait un trou d'une épaisseur, de la largeur au moins 1 mètre. Comme mon père ne manquait pas de ressources, j'en parle dans mes livres, ces cars fonctionnaient par miracle. Il y avait toujours un bout de corde par-ci, un bout de ça, c'est rigolo, c'est marrant. Donc, on a mis des cars, on a passé le truc, et j'ai vu une trace de sang. Accrochez-vous bien. Mais j'ai jamais eu froid aux yeux. J'ai vu une trace de sang, j'ai oublié de mettre la canne du véhicule de car de mon père, avec les gendarmes, j'étais toujours en bagarre avec eux. Bon, bref, les freins de mon père ne fonctionnaient jamais. J'ai oublié de mettre la cage, je descends dans la... J'ai une trace de sang. J'ai suivi les traces de sang, je descends les petites ravines au Kabylie, qu'est-ce que je vois? Un bout de crâne, une jambe et tout. Je continue, là-haut, dans le loin, j'ai vu des vautours tourner autour du reste du corps. Je voulais y aller parce que j'étais curieux de la vie, curieux de voir que c'est ma nature. Donc, mon père qui m'appelle, il m'a dit, j'ai vu un fusil scintiller. Et le fusil scintiller, c'était quelqu'un qui m'avait mis en joue, un felaga qui m'avait mis en joue. C'est un abri, il m'a dit, tiens, j'ai vu, reviens tout de suite. Ça, c'est choquant. Voir un cadavre exploser, démembré comme ça et tout, ça avec le nez coupé et tout, c'est terrible. Oui, on en a vu aussi pas mal des gens qui n'avaient pas le droit de fumer, et ils leur coupaient le nez et les lèvres aussi. Et puis si le gaz dépendait un peu, la gorge y passait aussi. Hein. Donc, de temps en temps, en cours de patrouille. Et dans le cinéma, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai échappé 2 fois à la mort, des bombes qui explosent dans le salle du cinéma. Donc, ça, pour moi, c'est un cas psychologique et terrible. C'est ce qu'on vit actuellement en France. Alors, moi, ce qui m'avait marqué, j'avais peut-être 12 ans, 12-13 ans, et tout d'un coup, il y avait une effervescence à Batna, les gens parlaient, mais ils parlaient, les adultes parlaient entre eux, et je ne comprenais pas, je me disais, il s'est passé quelque chose de grave, mais je ne comprenais pas. Et en fait, c'était un agriculteur qui avait moissonné, et les félagas étaient venus pour l'agresser. Son fils de 17 ans est venu pour l'aider, et en fin de compte, ils ont tué le père, ils avaient attaché le fils à la moissonneuse-batteuse, et ils l'ont brûlé à petit feu.
Voilà, donc tout Batna était en émoi, mais on peut dire que dans notre secteur autour de Batna, il n'y a pas beaucoup eu d'attaques sur les pieds noirs. Il n'y a pas eu beaucoup de pieds noirs de tués. Il y en a eu quelques-uns. C'était Karoubi qui avait été tué devant chez lui, un type extrêmement gentil, mais souvent le FLN donnait ordre à quelqu'un de tuer, et comme à Batna ça se passait bien, ils demandaient à quelqu'un par exemple qui venait de l'Oranie, ils envoyaient quelqu'un de l'Oranie donc qui connaissait personne à Batna, en disant tu vas aller, tu vas tuer telle personne, et s'il ne le faisait pas, le FLN tuait la famille de cet homme-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu plus de morts dans la population musulmane par le FLN que par l'armée française. Hein. Ils ont fait un massacre pour arriver à rallier la population par la terreur. Et en dernier lieu, avant l'indépendance, la chose qui va beaucoup choquer, chagriner tout Constantine, c'est l'assassinat d'oncle Raymond, l'oncle qui a formé Enrico Macias. Et à l'époque, oncle Raymond et Hachta Fagani, c'était deux musiciens. J'ai vraiment joué de la musique andalouse, ils jouaient un peu dans Constantine. Ils faisaient la guerre avec leurs instruments de musique. Ah, c'est agréable. On se fait la guerre parce que la musique adoucit les morts, mais eux, ils faisaient la guerre comme ça. Et quand l'oncle Raymond a été assassiné, ça a beaucoup fait pleurer Constantine. Tous les juifs sont partis. Constantine s'est vidé des juifs. Et Enrico Macias est passé à cause de ça aussi, malheureusement. C'est ça, c'est le dernier thème, dernière image qui me reste, la mort d'oncle Raymond. C'est important. Noémie, là, quand je vous parlais hier du reptilien, de ce que l'instinct et le choc, le trauma qui reste dans chacun quand il y a une guerre ou des événements difficiles comme attentat et autres, ça vous marque profondément sans que la raison y réfléchisse. Et ça reste toute une vie, et quelquefois on refoule, on n'en parle pas, mais ça reste effectivement, et ça se transmet. Vous savez, les traumatismes, si on n'en parle pas, ça se transmet dans le non-dit. Donc c'est très important d'en parler, et c'est une bonne question. Noémie, à vous. Non, c'est écrit. Ah ben, c'est Julien qui après, je fais dans l'ordre, juste dans l'ordre, c'est tout. Ah non, moi c'était la même question que Gaël. Bon ben, c'est très bien. Ensuite, c'est Julie, et après, vous avez votre question? Ah, les pierres rouges, bon, je vais le dire. Alors les pierres rouges, c'était les communistes ont beaucoup aidé le FLN. Les communistes de France ont beaucoup aidé le FLN. Et donc les pierres rouges, c'était quand les pieds noirs sont partis, tous les enseignants, enfin beaucoup de communistes qui ont été en Algérie pour remplacer c'était souvent des instituteurs, etc., qui se sont installés pour remplacer les pieds noirs qui étaient partis. Mais Boumedienne, en 65, il a mis à la porte tout le monde, que ce soit communiste ou pas communiste, il a renvoyé balader tout le monde. Hugo Platini, une question. Mais je les ai notés, en fait je les ai notés dans l'ordre, mais Hugo, Emilien, vous avez des questions ou pas? Ou pas? C'est pour Madame Varando. Vous avez parlé d'une équipe de foot qui avait plusieurs origines chrétiennes, musulmanes et juives, mais il n'y avait pas de dispute prochaine entre l'équipe. Mais non, je vous dis, on vivait tous ensemble. Non, mais je vous assure, on vivait comme vous faites une équipe de foot ici, c'est pareil. Non, on vivait, mais il n'y a pas que l'équipe de foot. Là, j'ai montré l'équipe de foot, mais on vivait dans la rue, on vivait tous ensemble. Hein. Quand il y avait la fête musulmane, quand il y avait l'Aïd et tout, on venait nous apporter des gâteaux. Quand il y avait les fêtes chrétiennes, on partageait. Non, on vivait, et il n'y avait pas de dispute du tout, au contraire. Je vous ai expliqué que si mes parents sont rentrés vivants, c'est parce qu'ils ont été protégés. Hein? Non, franchement, hein, c'est dur à imaginer parce qu'on dit la guerre, mais en fin de compte, dans le monde entier, entre les humains, il y a toujours d'une bonne entente. C'est toujours la politique qui pourrit tout. C'est jamais avec votre voisin ou avec votre... Vous voyez hein? Voilà. Vincent Seba a une question. Je veux savoir si vous avez double nationalité algérienne ou française ou juste français. Moi Ah non, je suis française. Hein. Non, je suis française. Moi, je dis tout à l'heure, moi, je suis français, nationalité, un passeport et nationalité. Je ne suis pas franco-algérien.
Non, c'est je suis président de nationalité, non. C'est les gens psychologiquement, ils sont perdus. Moi, je ne le suis pas. La seule nationalité que j'admets, c'est la seule nationalité franco-américaine à cause de Lafayette. J'arrête là, c'est normal. Franco-américain, c'est normal. Mais l'Algérie, mais pourquoi? L'Algérie, c'est pas les Arabes qui ont chassé les Français. C'est l'ONU, c'est l'ONU, la Chine, les États-Unis, la Russie, à cause du pétrole, à cause de la politique. Mais la France avait gagné la guerre en Algérie. Et comme avec le comportement du général de Gaulle, ça a fait truc, tout le monde est parti. Mais je suis français, mais je suis fier de l'être. En plus de ça, je suis expert judiciaire en langue arabe, capitaine de la cour d'appel de Rouen, j'ai fait les services spéciaux comme interprète, je le fais toujours. Pour les services spéciaux, j'ai pris ma retraite. Je fais aussi, je suis trésorier général de la TMP 76. Je fais beaucoup de choses. Expliquez ce que c'est. Vous dites trésorier, mais vous avez dit l'acronyme. Le trésorier, c'est-à-dire, je gère pas les fonds. J'ai des employés qui font ça. Moi, je fais que superviser. La TMP, c'est l'association titulaire de majeurs protégés. C'est-à-dire des gens qui sont handicapés mentaux ou handicapés physiques, qui n'ont pas les moyens, ou qui sont sous tutelle de la justice ou curatelle de la justice, on gère leurs biens. Sous le contrôle du préfet de région, y compris pour l'heure, et c'est sous contrôle de la justice et procureur de la République. Donc on est 160 employés sur la solidarité. Donc je fais ça aussi. Et j'ai été trésorier général de l'intersyndicale. La police. Police, CRS, pénitentiaire, justice, domaine, douane et impôts. J'ai fait tout ça dans la trésorerie pendant 15 ans. Donc j'ai un cursus assez copieux. Je m'occupe toujours de ça. Toujours. Donc pour ça. Et la France, je connais. La France, moi, ça ne me dérange pas. Les problèmes qu'il y a en France, moi, ça ne m'a jamais dérangé parce que je regarde les Français vivre avec ma façon berbère. Et c'est nous qui avons institué la démocratie participative. C'est pas Madame Ségolène Royal, c'est nous les Kabyles. C'est nous. On a 15 000 ans parce que chez nous, chez les Kabyles, il n'y a pas d'ennemis. Quand on se réunit comme ici, chacun a droit à sa parole, dit son mot, même le pire ennemi, et le lendemain, on oublie ce qu'il avait dit la veille. On redevient amis comme s'il n'avait jamais été. C'est comme ça. On laisse parler tout le monde et on respecte tout le monde. Chacun a droit à sa parole. Et les Français, c'est pareil. Parce que les Français, je compare la France à une libellule. Vous savez, ils ne devraient pas voler la libellule. Sur le plan physique, elle ne devrait pas. La libellule ressemble à un hélicoptère. Tout le poids est à l'avant. Les petites ailes de la libellule, un bébé de 2 ans, il souffle, il les casse. Et pourtant, la libellule vole. C'est la France pour moi. Le nombre de variétés de fromage, population, de vin, tout ce que vous voulez. Rien qu'en Seine-Maritime, il y a 320 variétés de pommes. Rien qu'en Seine-Maritime, 320 variétés de pommes. Imaginez tout le truc en France. C'est la France. Mais pour ça, on a plus de 36 000 communes. C'est normal. C'est français. Le chorale du clocher, c'est chez nous. J'apprécie. C'est français. Clément de Chiron. Est-ce que vous êtes fier de votre histoire et de votre parcours? Il ne faut pas en vouloir en français. Il ne faut pas. C'est dans la nature. C'est bon. Est-ce que vous êtes fier de votre parcours? C'est ça? Oui, moi j'ai aucun regret, non, ça fait. Ouais, moi aussi, je suis très fière d'être pied noir et je défends. Voilà. Moi aussi. Vous savez, si j'étais à refaire tout ce que j'ai vécu, je le referais bien volontiers. Non, mais je le referais parce que ça m'a appris à me rencontrer aujourd'hui, avec du recul. J'ai 80 ans, il y a ici, j'ai eu 80 ans. J'ai appris à vous découvrir. Si je n'ai pas eu trois-mères, grand-mère, ma mère, ma soeur aînée, j'étais mort moralement. Peut-être même physiquement. Mais elle m'a aidé. Vive les femmes. Elles ont des caractères beaucoup plus que les hommes. Elles n'ont pas la force physique, mais la force morale. Samuel Aliane. Je voyais juste une parole que je n'avais pas tout compris. Quand vous avez dit que vous trouvez que la France est l'un des plus beaux pays par rapport, par exemple, à l'Algérie où la vie est bien différente. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre le fait que vous dites qu'il y avait une communauté multiple en fait en Algérie. Mais moi j'ai pas l'impression qu'on retrouve vraiment ça en France, comme vous pouvez le dire par exemple en Algérie. Il y a bien une différence et ça ne joue pas ça vis-à-vis de vous. Alors d'aujourd'hui, par rapport à cette communauté qui était très soudée en Algérie et qu'en France, il y a, comme vous avez pu dire, du racisme, une politique anti-pied noir au départ et tout ça. Oui, ben, la politique anti-pied noir, elle s'est atténuée quand même, hein, parce qu'on a fini par faire des petits.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en France, il y a plusieurs communautés aussi en France. Hein, c'est multiple. Et j'aimerais qu'un jour, en France, toutes ces communautés vivent en paix. Parce qu'il y a des fois, il y a des clans, il y a, dans les cités, dans les... et je sais qu'il y a des rivalités entre certains, je sais bien, puisque je côtoie avec beaucoup de gens. Donc, je trouve ça dommage. Voilà, je trouve ça dommage. Je me permets une question, votre question est intéressante, sur le plan religieux surtout. Le communautarisme né, quand j'entends certains médias prendre l'exemple d'Yves Montand, Isabelle Adjani, Serge Reggiani, Charles Aznavour, ce sont des étrangers, ils sont venus en France parce qu'il y a une seule religion, qu'ils soient orthodoxes, chrétiens ou protestants. Parce qu'ils sont nés dans un seul moule, c'est la religion qui les fait évoluer. Mais l'islam, ce n'est pas le cas. Parce que communautarisme, parce qu'il est musulman, il a peur de perdre sa culture, de perdre son âme de musulman. Et c'est pas vrai. Parce que toutes les religions, elles sont nées toutes au Moyen-Orient. Il y a un seul puits. Donc, c'est dans leur culture. J'ai vécu le truc. C'est dans leur culture. Je suis venu de Rouen jusqu'ici 70 km aller-retour. J'ai le droit de ne pas faire le ramadan. Parce que je suis à 70 km de chez moi. Vous voyez l'explication? Oui, c'est mal interprété. Et vous savez que le communautarisme, le radicalisme aujourd'hui, parce qu'on a mis fin à l'époque dans les années 70, il y a eu beaucoup de problèmes avec les sectes religieuses. Il y avait beaucoup de captations, beaucoup de fiches, beaucoup de machin et tout. Et aujourd'hui, les sectes disparus, c'est l'islam radical qui a pris l'exemple, l'esprit faible des gens. Parce que la morale, elle est là. Il leur inculque une morale qui n'est pas bonne. Je vais vous expliquer une histoire. Comme je vis à l'intérieur, je fais beaucoup de choses et tout. Une dame, son mari a pris sa retraite à Rouen. Bon, bref, il fait venir sa famille, n'en parlons pas. Il demande à la nationalité française, ils sont restés algériens. Ben, je me suis occupé pour activer le dossier au ministère de l'Intérieur, ils ont eu rapidement, bon, bref. Un jour, la dame en pleurs, il a mon téléphone, dit Mouloud, je suis alors on m'a insulté à la mosquée des petits cuvilles. Il m'a dit qu'est-ce que tu fous la mosquée des petits cuvilles, t'as rien à faire là-bas. Tu veux faire ta prière, tu es une femme, fais-la chez toi. Pas dans la rue, c'est interdit dans la rue. Hein. Fais-la chez toi. On me dit comment ça? Elle m'a dit, je suis converti à la religion chrétienne. Je dis, c'est pas possible. Tu as eu le temps d'écrire la nationalité française, tu as un passeport français, une carte d'identité française. Moi, un Chinois me téléphone, rien me dirait, j'ai pas la nationalité chinoise, alors qu'il est musulman. Un Russe, c'est pareil. Il y a des Américains musulmans, il y a des Tchétchènes musulmans, et partout, des Mongols, tout le monde. Ça va. Je dis, madame, je dis, écoute, ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un papier. Tu restes musulmane tout en étant française. Tu n'as pas perdu ta religion. C'est ça l'esprit. On lui a fait croire à la mosquée de Tsikeville qu'elle n'est plus musulmane, elle est devenue chrétienne. Alors qu'on a eu voilà la différence. C'est dans le flou. Les musulmans en France, c'est dans le flou. C'est pour ça qu'il y a des communautarismes. Et je suis expert judiciaire. À cause de ça, il m'arrive de donner des leçons, pas des leçons, des conseils aux assises, n'importe quoi. Être expert, c'est le rôle d'avocat. J'explique. Il n'y a pas qu'interprète, il y a autre chose aussi. J'explique. Et c'est malheureux, on vit un vrai galère ici. La religion musulmane est une des religions la plus tolérante. Et tu sais qui est son patron? C'est Jésus-Christ. Dans l'islam, le vrai théologien, c'est Jésus-Christ qui est le prophète. Qui lui qui reviendra sur terre au jugement dernier. Mohammed n'est pas un prophète, n'est qu'un messager. Quand on traduit le mot Rasulullah, c'est-à-dire messager de Dieu, c'est pas un prophète. Et dans notre religion, donc, Jésus-Christ reviendra sur terre, il n'y aura pas de jugement dernier, il n'y aura pas les 3 jours de Pâques, c'est ça hein. Il est ressuscité à Pâques, Jésus-Christ. Il retournera, vous savez qui sera enterré? La Kaaba, la pierre noire. Et d'après le vrai théologien musulman, il y a une tombe creuse là-dedans, Jésus-Christ sera enterré là-dedans, sans retour, sans résurrection. Cléo. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce qu'on est manipulé. Et tu sais pourquoi la France n'est pas devenue musulmane à partir de 732? Tu peux dire merci aux Berbères, aux Kabyles. Quand on a envahi l'Espagne, on a traversé les Pyrénées quelques siècles après, la fille du roi d'Aquitaine, à l'époque c'était des petites royautés, c'est pas la France, c'est Clovis qui a réuni toute la France après. La fille du roi d'Aquitaine a épousé le chef berbère, ils ont eu des souches en Aquitaine.
comment il s'appelle, le chef arabe, il a traversé, il est monté à Poitiers, balayé par Charles Martel. Abderrahmane. Oui, Charles Martel, en 732. Tu te rends compte? Et aujourd'hui, on est en train de réussir ce qu'on a raté au 8e siècle. Pas par l'argent. Comment dire en Kabylie, ils sont ordi. Avec ça, on peut tout faire. C'est Cléo qui va poser la question. J'ai une question pour Madame Ferrand-Millet. Quand vous êtes arrivé en France, du coup, comment vous avez fait pour vous loger, vos contrôles juste, vous n'aviez pas de logement spécial? Le logement. Non, on n'avait pas de... Mes parents, ils avaient acheté un petit appartement à la cité, à Boulevard Lot à Marseille. Voilà. Donc on était dans cet appartement. Et puis voilà. Puis après, mes parents, quand ils ont été expulsés en 65, ils ont fait le tour de France. Ils ont été chez toute la famille, les amis qui étaient partout en France. Ils ont fait le tour de France pour essayer de trouver un commerce. Et ils ont trouvé à Rouen un garage. Voilà. Et quand ils nous ont annoncé qu'on allait vivre à Rouen, on a pleuré parce qu'on ne voulait pas vivre à Rouen. Voilà. Et vous étiez dans des logements réservés à des villes même? Oui, quand on est arrivé à Rouen, on était dans une cité, la cité de la Clairette, que j'ai voulu retrouver là récemment, je ne la retrouve pas, mais apparemment elle serait détruite, je ne sais pas. Et c'était des appartements réservés, des appartements comme des grands immeubles réservés aux pieds noirs. Alexis Néo. Pourquoi on a pris la guerre d'Algérie et les événements d'Algérie, que je disais en France, on est certes atténué de l'autre, mais en Algérie, on était peut-être plus. Oui, on disait partout les événements. Parce qu'au départ, c'était une petite rébellion. Enfin, on pensait que c'était une petite rébellion. Et en fait, ça s'est étalé, voilà. Et puis je vous ai dit, le FLN a fait beaucoup de victimes parce qu'il menaçait les gens s'ils ne ralliaient pas le FLN. Et donc au départ, c'était les événements, mais je pense que ça a pris le nom de guerre bien après. En 97, voilà, bien après. 99, oui. Avant, c'était les opérations de sécurité et de maintien de l'ordre. Mais c'était une guérilla. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand il y a eu les attentats, quand les terrasses de café ont été mitraillées après avoir attaqué le Bataclan, je vous assure, moi je me suis dit, ça recommence, parce que la guerre d'Algérie avait commencé comme ça. Ça a commencé, ils tiraient chez les gens qui étaient attablés dans des terrasses, parce qu'il faisait beau forcément, il y avait souvent les gens attablés aux terrasses, où ils jetaient des grenades dans les cafés, où ils jetaient des grenades dans les cinémas, et je me suis dit, moi je me suis retrouvée 40 ans avant, je me dis ça y est, ça recommence, c'est comme la guerre d'Algérie. Alors ça fait un petit attentat, ça s'arrête, puis ça recommence, puis ça... Voilà. Donc j'espère que ça va pas continuer, mais voilà. C'était le même état d'esprit. Voilà. Parce que l'État islamique qui est partout dans le monde. Ouais. Eva Souriceau. Est-ce que vous êtes retourné en Algérie des fois? Est-ce que vous avez beaucoup de famille encore là-bas? Non, on n'a pas de famille. On a des amis, mais on n'a pas de famille. Non, tous les pieds noirs sont rentrés maintenant. Non, je suis retournée qu'en 88. Ça a été, je vous dis, merveilleux. On a eu un accueil formidable. Et puis ça m'a permis de tourner la page. Donc je ne fais plus de cauchemar. Mais je vais peut-être y retourner parce que mes copines avec qui je suis en relation veulent absolument que j'aille exposer en Algérie. Et il y en a une, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit on va attendre que le nouveau gouvernement se forme et on va voir ça. Donc voilà, peut-être qu'il y aura une suite. Moi j'ai énormément de famille là-bas au Québec, vous m'en y aller, il faut que je demande un visa parce que je suis français, hein. Je ne suis pas algérien. Les Algériens qui ont une personnalité, ils peuvent partir, mais moi je n'ai pas le droit. Bon bref, voilà, voilà. J'ai des neveux, des parents, des oncles, j'ai tout le monde là-bas et tout. Pour vous expliquer, j'ai une soeur qui habite aux États-Unis, elle a fait son diplôme de chirurgien dentiste. Alors, elle a enseigné à l'hôpital Mustapha à Alger. Ben, on ne voulait pas d'elle. Et c'est pour ça que Bouteflika, son vivant président, je pense qu'il n'est pas encore mort, quand il était président de la République, il venait se faire soigner en France, maintenant en Suisse. Parce que l'Algérie n'a pas de médecin.
Ma soeur qui était chirurgien dentiste, elle a travaillé un mois comme chirurgien dentiste à Mustapha, à Alger. On l'a chassée. Elle est devenue médecin sans frontières. Elle rencontre son mari des services secrets de la marine nucléaire américaine, comme les services secrets. Il a cherché, l'a retrouvée sans marier. Elle est depuis 30 ans qu'elle habite au Texas. Pas loin de la famille Bush. Bon, le problème n'est pas là. Pour vous dire, dans l'esprit, l'Algérie, elle a éclaté les familles. Moi, je suis ici, ma soeur aux États-Unis. Bon, et retourner, c'est pas possible. Et elle dit Claude, elle n'a pas de famille. C'est comme ça. C'est malheureux. Tous les pieds noirs sont rentrés en France. Tous les pieds noirs sont rentrés en France. Mais moi, j'ai de la famille là-bas, mais qui m'habite, mais je ne sais pas y retirer, on ne parle pas avancement avec les événements qu'il y a. Donc, Kabyle, intellectuel, écrivain et tout, j'ai peur pour moi à cause des Arabes. Pourquoi ta soeur a été... Parce qu'on ne voulait pas d'elle comme chirurgien dentiste. Mais pourquoi on ne voulait pas d'elle? Parce qu'ils ne veulent pas de médecin. Parce qu'elle n'était pas formée en Algérie, en fait. Oui, formée, ils ne veulent pas. L'hôpital de Charles-Nicolle, à Grand Quevilly, il y a le plus grand cardiologue de Rouen, il s'appelle Kadri. Il était cardiologue arabe d'Alger, il exerce à Grand Quevilly, il est attaché à Charles-Nicolle. Oui, justement. Et le plus grand cardiologue français, même mondial, c'est un Kabyle, il a exercé au CHU à Lille. Il est décédé l'année dernière d'une crise cardiaque, pour malheur cardiologue qui parle d'une crise cardiaque. C'est vrai, ça arrive. Je travaille beaucoup. Un Kabyle. Personnellement, j'ai traduit des documents à beaucoup de médecins, qui soient cardiologues, chirurgiens et tout. Ils sont tous à Dieppe ou à Rouen. Par contre, le plus important, sur le plan psychologique, le jeune homme là-bas qui est sur la terre rouge, là, le plus important, j'ai affaire à des psychiatres formés en Algérie. Des psychiatres. Pas en Algérie, au Maroc ou Tunisie. Les Noirs aussi, c'est le cas aussi. Mais je leur dis, vous avez un diplôme de psychologue, un diplôme de psychiatre. Vous voulez faire la thérapie à qui? Il dit un Bréon, un Cauchois ou un Rouen. Il me dit, c'est quoi un Cauchois? Ah, il dit, le Cauchois, c'est le pays de Caux. Bréon, c'est le pays de Bré. Rouen, pas de pointu sur Rouen. Et vous voulez faire la thérapie dans un hôpital psychiatrique à Saint-Étienne-du-Rouvray, ou à Dieppe ou à Havre. Vous allez faire de quoi comme thérapie? Vous allez leur raconter l'islam, l'arabe, l'Afrique, ils ne vont pas comprendre, ils sont nés normands. Vous allez les foutre en l'air. Donc je leur ai dit, apprenez Cauchois, Bréon, et pas de thérapie dans les hôpitaux. Théo Picard. On va passer aux questions, dernière Oui, question. Il y en a 4 qui sont, on n'en prendra pas plus, mais j'ai noté les noms. Théo Picard. Une question pour vous trois. Si vous devez retenir une seule chose de la guerre d'Algérie, ça serait quoi? On doit retenir une seule chose de la guerre d'Algérie. La politique, qui a foutu le bazar. Il y avait juste 10 colons qui ont fourché tout. M. Blondel doit le savoir. On a des militaires qui ont défendu un grand colon dans le Constantinois. Un pauvre militaire appelé comme M. Blondel, avec un trac, il a renversé un petit plomb d'oranger. Il a dû être le militaire appelé, il a eu 15 jours de mise à pied, et la France a remboursé le plan d'oranger. C'est ça l'esprit colon. Pas un éclos, non. Pas les autres, c'est les gros colons. Voilà un exemple. Donc l'Algérie a souffert par ces gros colons, mais pas la politique. Non, moi, ce que j'en tiendrai, j'ai vécu une période très intéressante de ma vie, j'ai appris beaucoup de choses. Vous parliez là des colons, avec quelquefois les rapports un peu difficiles. Je me souviens au moment des élections là, pour le référendum, il y avait un maire d'une petite localité voisine qui nous embêtait régulièrement parce qu'on passait trop souvent, on faisait du bruit, etc. On avait été chargé de coller des affiches pour le référendum. Mais on est passé devant sa maison, mais en descendant très discrètement en roue libre, en ayant arrêté les moteurs pour ne pas faire de bruit, et on a collé des affiches sur sa maison. Et on n'a pas lésiné sur la colle. Il y en avait jusqu'au premier étage, on avait bien. Bon, ça nous a valu 15 jours de tôle, je crois, qu'on n'a pas fait d'ailleurs, parce qu'il fallait qu'il fasse l'autorité fasse quelque chose. Et le plan d'oranger qui a été cassé, il y a eu 3 morts par de pas les appeler comme ce Blondel. Ils n'ont pas pensé à ça. C'est ça, la politique. L'argent. Annie-Claude. C'est compliqué, je ne peux pas retenir une seule chose. Hein, c'est que ça a changé toute la vie de ma famille. Voilà. Oui, ben on va passer au... Il reste 4 questions. Salma, vous avez une question? Sarah. Quelle a été...
La chose positive de la guerre d'Algérie. La chose positive, je ne sais pas s'il y a des choses positives dans la guerre. C'est qu'on soit, tu vois, la chose, bon, tu vois, pour être ma petite fille, c'est que je suis toujours en relation avec mes copines d'école de Batna. Voilà, ça c'est très positif. Hein. Et par exemple, moi j'adore faire mon marché au marché de Petit Quevilly parce qu'il y a des tas de Kabyles, et puis dès qu'on arrive avec mon mari, on va chercher le beignet, comme on faisait en Algérie, on va chercher le beignet, on se partage le beignet, voilà, et je me ressens chez moi quand je vais faire mon marché, voilà. C'est si tu veux, je suis vraiment française, mais j'ai l'Algérie en moi, ça c'est sûr, voilà. Et quand on rencontre un Algérien, n'importe où, on dit tiens, je suis né en Algérie, je suis d'Algérie, ah on est copains, ça y est, on est copains. C'est notre mot de passe. Non, ben, on a connu beaucoup de gens, moi j'étais des familles de pieds noirs qui nous ont très bien accueillis, c'était sympathique d'être invité chez eux, et puis surtout, ben, c'était aussi le service militaire, c'est un brassage de gens de toutes catégories, de tous les milieux, ça vous incite à la modestie. J'ai eu des gars qui sont arrivés dans mon équipe. Je m'en souviens d'un qui ne savait ni lire ni écrire, et quand il arrive, au bout il était là depuis une semaine en me disant « Chef, tu peux me lire la lettre de ma fiancée ?» C'est un peu gênant, je l'ai lu, j'ai fait la réponse, mais je l'ai forcé pendant 6 mois à apprendre à lire et à écrire. Bah, c'était pas grand-chose, mais j'étais content quand c'était pas terrible, il annonnait, mais il savait au moins lire et écrire théoriquement. Il y avait encore... C'est ça qui m'a intéressé aussi, c'est de voir des gens de tous les milieux, de tous les métiers et d'apprendre beaucoup de choses avec eux. De Bretagne. De Bretagne, oui, c'est ça. Gaël Vadé. Est-ce que vos livres sont disponibles partout et, Oui, en librairie. Là, vous tapez mon nom Béiche Mouloud sur Internet, vous avez les 3 jaquettes sur Internet, vous les avez. Et il y a le 4e. N'importe quelle librairie. Il y a le 4e. Le 4e, sur l'année prochaine, je parle d'Arki, des Pieds Noirs, de tout. Et le cas d'Arki particulier a beaucoup souffert à cause de l'administration, parce qu'il était Arki en préfecture à Rouen et les archives à Rouen. Il est mort quand il a fait à son âme, mais il a beaucoup souffert. Dernière question. Théo, vous aviez une question? Bon, est-ce qu'il y a là une dernière question qui vous vient en tête globalement là, parmi? Bon, ben, je crois qu'on peut remercier. Moi, je suis prof, mais c'est quand même une première fois, j'en ai entendu des résistants, des deux guerres, de tas de choses comme ça, mais c'est la première fois que j'entends ce type de débat. Donc pour vous, pour moi, et pour beaucoup, c'est une première, c'est bien quoi. Attendez, juste un dernier mot pour l'histoire. Vous savez, pour l'histoire, vous savez que la Bretagne était avant, Astérix n'est pas né d'hier, hein, n'est pas Goscinny, hein. Astérix a 21 siècles d'existence. Un village breton, Saint-Brieuc. C'est pas loin, c'est à côté. C'est une préfecture, hein. Donc, ils étaient occupés par les Romains. À l'époque, Jules César, en 56 avant Jésus-Christ, il avait des problèmes avec. Il ne pouvait pas les pacifier. Il a envoyé 15 musulmans de la région d'Akbou, là-haut, pour venir pacifier les Bretons. Quand ils sont arrivés en Bretagne, c'est officiel, hein, quand ils sont arrivés en Bretagne, ils ont vu qu'ils avaient affaire à un peuple fier, proche des Berbères. Et bien ils se sont retournés, ils ont bouté dehors les Romains. Ils sont restés 5 siècles. Ils ont traversé la Méditerranée pour voir leurs origines, ils sont revenus. Et maintenant, aujourd'hui, quand vous traversez la Bretagne, Saint-Brieuc, l'île et Vilaine, tous les villages, les plaques de la commune, il y a le mot Ker devant. Ça veut dire, en kabyle, ça veut dire que debout. Et par exemple, Douarnenez, c'est d'origine berbère. Daoula, d'origine berbère, en Bretagne. Et Saint-Brieuc, je me trouvais en vacances avec mon épouse il y a 15 d'années, il faisait un salon, une exposition sur cette histoire. Alors monsieur, quand on appelle monsieur, on vous laisse rentrer, mais l'histoire on la connaît aussi bien que vous. Ils ont fait l'exposition à Saint-Brieuc d'arrivée des berbères qui ont chassé le renard pour rester en Bretagne.
Et à la cibelle de breton, dans chaque mot breton, il y a une syllabe berbère, kabyle, dans chaque mot. Voilà. Pour l'histoire, pour vous apprendre, c'est les Kabyles parmi vous, les Berbères, ils sauront qui sont leurs Bretons, sont de vos petits cousins. Et est-ce qu'il y a des Bretons parmi vous? Ah, il y a de tout, oui, oui. Il y a de tout, il y a des descendants de ça qui vient, on le découvre, il y a même une jeune fille, Charlène, qui porte le nom de Charlène Pied Noir, mais on ne sait pas encore l'origine de son nom. Charlène. Il y a peut-être un lien, ou peut-être pas lien quelquefois, mais en tout cas, il y a des descendants de Pied Noir, Chilo-Berbère, de Arabes, de Breton, d'Alsaciens, Lorrains et autres. Allez, les premiers restants ont une priorité pour la cuisine, vous le savez. Si vous voulez poser quelques questions en privé, faites attention au fil, oui. Monsieur, je suis pas là lundi, j'ai ma journée d'appel.